lance. Ça va. Et donc, nous, on n'a pas beaucoup. Souffle. Si, il y a des verres sur la cheminée. La lumière, je pense que c'est bon, ouais. Oui. Ça te va, la lumière? Ouais, c'est bon, ouais, merci. Le live tweet est lancé. Souffle, Oui, je pense que ça reste. c'est le live est lancé. On est là. Tout va bien. Ça va. À 100, je fais pas. Non, arrête. Ça fait un peu plus. La première fois que tu les vois. Non, c'est pas pour apprendre, mais si tu veux, c'est juste que ça va aller. On est là, t'as tout ton équipe. Je stresse pour eux déjà. Non, t'inquiète pas, c'est pareil. Par ici, Tout ce qui est dit, c'est en direct. donc on passe plus de l'eau. Monsieur Savary. Très bien. Bonjour. 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 Attention à notre inspiration. Vous vivez dangereusement. Attention, le direct a déjà commencé. On va laisser Marie Lafitte au milieu et après vous choisissez gauche ou droite. Gauche. Alors après, c'est étonnant. C'est étonnant, hein. Il ne faut pas aller contre sa nature. Le directeur, ils sont par là. Monsieur Dago. Bonjour. Oui, c'est vrai. Bonjour. Bienvenue. On va mettre Marie Lafitte quand même au milieu, histoire d'équilibrer l'empreinte. Bonjour, je ne sais pas qui c'est qui a oublié le sac, j'ai pas fouillé dedans. Hein. Ah, c'est le sac de Babette, oui. Ouais, c'est Babette. Je n'avais pas monté encore. Et il est lourd, hein. Bien. Marie, oui, si vous voulez bien vous mettre au milieu. On peut s'asseoir sur le gazon. Salut Gilot. Non, c'est bon. Vous levez la main si vous avez besoin d'avoir un peu de plus d'eau pendant les 4 heures de départ. Bien. On est prêt à commencer? Madame Lafitte? Oui. Ouais. Bon, super. On vous remercie d'avoir accepté de bon matin de venir débattre pour le journal Sud-Ouest. Merci aux gens qui se sont déplacés également. Marie Lafitte, donc vous êtes là pour représenter Mars en Citoyen, qui est un collectif qui a bâti ses propositions à partir d'idées des Montoises et des Montois consultés pendant plusieurs mois. Vous avez 32 ans et vous êtes chargé de mission à Nouvelle-Aquitaine auprès du groupe Génération. Jean-Baptiste Savary, vous avez 32 ans aussi. Vous êtes responsable administratif et financier au Conseil départemental des Landes, en charge de l'agriculture, de l'industrie et du tourisme. Vous êtes la tête de liste du Nouvel Élan Populaire, une union de gauche entre Europe Écologie Les Verts, Génération Écologie, le Parti Socialiste, le Parti Communiste et le Parti de Gauche. Charles Daillot, vous avez 52 ans, vous êtes banquier, vous êtes le maire sortant et vous menez une liste sans étiquette soutenue par La République En Marche et les Républicains. On a donc 1h15 pour échanger sur les programmes, il faut qu'à 10h15 on puisse avoir terminé. On a listé 7 débats sur lesquels on aimerait vous interroger. Romain, Karen, Jean-Louis et moi.
les volets économiques, centre-ville, santé et solidarité, démocratie participative, environnement, jeunesse, culture et sport. Et avant d'en venir à vos propositions, j'avais quelques petites questions en guise d'introduction quand même. Voilà. Je vais commencer par Monsieur Daillot. Bonjour. La dernière élection, en 2014, on se souvient que la majorité à laquelle vous êtes issu avait vraiment triomphé. Est-ce que le score enregistré à l'époque par votre liste, menée par Madame Darrieussecq, est un moteur pour vous dans votre campagne actuelle? Non, absolument pas, je ne focalise pas là-dessus. D'ailleurs, je suis très très vigilant sur cette petite musique qui tourne en ville en disant que, avec la petite bestiole qui se balade, avec le fait qu'il n'y ait que 3 listes, avec peut-être aussi une impression que le maire sortant, les choses seraient gagnées d'avance. Absolument pas, je le dis avec beaucoup de respect, rien n'est gagné d'avance. On n'est pas dans ces dispositions-là. C'est comme une compétition, une noble compétition qui se joue jusqu'au dernier moment. Et le pire des ennemis pour nous 3, c'est l'abstention. Donc je ne suis pas du tout dans cette disposition d'esprit. Okay. Monsieur Savary, on a beaucoup entendu pendant cette campagne les 2 suivants sur votre liste, que les Montois connaissent bien, Céline Piot du Front de Gauche et le communiste Alain Bachet, présent d'ailleurs aujourd'hui. Est-ce une présence pesante ou porteuse, selon vous, tête de liste? Non, c'est une présence qui est porteuse. Notre souhait, c'était de rassembler tous les éléments de la gauche, tous les représentants de la gauche sur Mont-de-Marsan. Nous, on a une seule volonté, c'est redresser Mont-de-Marsan. Et je note aussi que par le passé, on a déjà connu des unions de la gauche pour gouverner cette ville. Je pense notamment à M. Philippe Labéry, qui a fait d'excellentes choses dans cette ville avec des écologistes, des radicaux de gauche et des communistes. Donc, au contraire, c'est valorisant pour nous et c'est on va dire, un bon message qui est délivré aux Montoises et aux Montois. Merci. Madame Lafitte, votre démarche, un collectif citoyen, a suscité à la fois la curiosité, on l'a vu lors des rendez-vous que vous avez menés, mais il y a une partie des habitants aussi qui ont relevé, qui n'ont pas tout à fait compris quand même la démarche et qui n'ont pas compris pourquoi vous n'assumiez pas votre engagement avec un nom, comme ça peut se passer par exemple dans la ville voisine de Saint-Pierre-du-Mont. Est-ce que vous avez compris, vous, cette dualité-là? Oui, on l'entend en tout cas, mais effectivement, l'objectif de Marsan Citoyen, c'est de faire venir le plus d'habitants possible. Ceux qui sont déçus de la politique telle qu'on la connaît actuellement, ceux qui ne votent plus, justement, ceux qui se sont éloignés de ce spectre de la vie publique, et donc de récolter leurs avis pour savoir d'où vient ce rejet un peu de la politique et surtout ce qu'ils veulent pour leur ville. Parce qu'on est persuadé que c'est sur le local qu'on peut commencer à changer de modèle de société. Et donc, on a voulu que ça soit le plus large possible et le plus ouvert possible. Et c'est pour ça qu'on ne voulait pas de personnification à outrance, puisque c'est le modèle actuel et qui ne répond plus, on le voit bien, aux attentes et aux besoins des électeurs et des habitants de façon plus générale. Donc on a voulu garder ce collectif et on continue de le garder de façon... Enfin, cet esprit collectif, on continue de le garder, on le gardera même au-delà des élections municipales, quoi. Je vais vous laisser la parole, Madame Lafitte, parce qu'on va commencer à aborder les programmes, le volet un peu économie et le centre-ville où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes accueillis par le Greenock et je remercie l'équipe d'avoir laissé les locaux à disposition du journal Sud-Ouest pour nous aujourd'hui. Avec Marsan Citoyen, dans le centre-ville, ce n'est pas l'activité économique forcément que vous appelez de vos voeux, mais plutôt du socio-culturel, des services publics, des lieux atypiques pour attirer du monde, je vous cite. Avec un projet phare aux Nouvelles Galeries, une maison de quartier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, donc les maisons de quartier, ce sont des maisons qui seront dédiées aux habitants dans chaque quartier, qui seront des lieux de culture, des lieux d'échange, de partage, des lieux d'information aussi pour que les habitants soient au courant de ce qui se passe à la mairie, mais qu'ils fassent aussi remonter leurs doléances, leurs envies, leurs projets. Et ce sont des lieux en fait de liberté et d'expression pour les habitants. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les Nouvelles Galeries seraient un lieu idéal pour être la maison de quartier du centre-ville, mais aussi plus largement la maison de tous les Montoises et les Montois, et en faire une sorte d'écolieu tiers-lieu qui permettent de lancer des initiatives socioculturelles, comme vous l'avez dit, et de mettre en place notamment
une crèche pour que les parents et les familles puissent laisser leurs enfants quelques heures le temps d'aller faire des courses éventuellement, le temps d'assister à un spectacle ou ce genre de choses. Que ça soit un lieu d'expression aussi pour les jeunes, qu'ils aient l'envie et la possibilité de revenir en centre-ville, d'avoir des activités à leur disposition, qu'ils soient eux-mêmes acteurs d'activités nouvelles. Et on a pensé aussi à une auberge de jeunesse pour ouvrir Mont-de-Marsan. Oui, oui. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est faire revenir d'abord les Montoises et les Montois dans le centre-ville pour déjà animer de nouveau le centre, permettre aux commerçants de développer leur activité avant d'envisager de nouveaux commerces en centre-ville qui, s'il n'y a pas d'habitants, ne fonctionneront pas plus que les précédents. Mais vous avez recueilli la parole des habitants. Bien sûr. Et j'imagine quand même que la problématique de l'emploi est revenue. Où sont vos propositions justement pour créer de l'emploi en centre-ville? L'emploi en fait est transversal à toutes nos propositions dans Marsan Citoyen, parce qu'en fait on a un projet vraiment, les propositions qui sont sorties des échanges avec les Montoises et les Montois, il est vraiment global. Et en incluant l'écologie, le social, les solidarités, la démocratie, on arrive à avoir l'emploi comme fil rouge de tout ce projet-là, parce que chaque proposition est créatrice d'emploi. Dans les maisons de quartier, par exemple, on a imaginé qu'il y aurait un référent élu, qui soit le lien entre la mairie et les quartiers, mais qu'il y ait aussi un agent, au moins un agent, pour informer la population, leur permettre de faire leur démarche administrative sans avoir à aller forcément à la mairie, de les renseigner sur les dispositifs qui sont mis en place par les différentes collectivités pour leur venir en aide. On a plein de... Enfin voilà, je reviens dessus, mais chaque proposition est source créatrice d'emploi dans ce qui est sorti des envies des Montoises et des Montois. Monsieur Savary, pour vous c'est un peu différent. Le cœur de ville et particulièrement les nouvelles galeries doivent être porteuses de développement économique, mais pas seulement. Vous y voyez une halle des initiatives et l'arrivée de filières de formation, dont la très énigmatique, en tout cas pour nous, formation en ingénierie climatique. Est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce que vous voulez faire? Oui, nous on considère qu'effectivement les nouvelles galeries doivent redevenir un lieu de transit, un lieu d'échange, un lieu où les gens vont revenir investir cet endroit emblématique des Montoises et des Montois. Si vous voulez, nous, notre projet pour les nouvelles galeries, il repose sur 3 dossiers concrets. Le premier, c'est remettre des logements, parce qu'on sait très bien que dans le cœur de ville, nous avons une difficulté sur le logement. Il y a 15% de logements insalubres dans le cœur de ville, et il faut remédier à cela. Donc la première des idées, c'est de créer du logement. L'avantage avec les logements, c'est que le coût pour la collectivité sera amorti assez vite. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il faut remettre effectivement des filières de formation à destination des jeunes à Mont-de-Marsan. Lorsqu'on regarde l'évolution démographique de Mont-de-Marsan, on se rend compte que sur les 16-25 ans, on n'est plus capable aujourd'hui, on n'arrive pas à retenir les jeunes sur le territoire. Alors il existe aujourd'hui des formations sur Mont-de-Marsan, je pense à l'école supérieure de design, je pense à l'IUT, je pense à des écoles d'infirmières, mais malheureusement on constate que ce n'est pas suffisant. Or, on voit également que dans d'autres collectivités, il a été possible de délocaliser une première année de médecine, par exemple. Là, Mont-de-Marsan est le parent pauvre dans l'histoire et il faut à tout prix arriver à intéresser les jeunes sur le territoire. Donc si vous voulez, la philosophie, c'est qu'on se rend compte que quand on discute avec les Montoises et les Montois, quand on a fait nos ateliers participatifs également au mois de novembre, beaucoup de parents nous disaient qu'il était extrêmement compliqué pour eux de financer des études dans les grandes villes. Parce qu'il faut payer les études, il faut payer un logement. On sait que sur Bordeaux, Toulouse, Pau, c'est saturé aujourd'hui. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer une filière. Et l'autre aspect de ce projet, c'est de constater qu'aujourd'hui, dans les Landes, la filière économique est divisée schématiquement en 2 grands pôles. On a l'industrie du bois dans le nord des Landes et on a également toute la filière agricole dans le sud des Landes. On sait très bien que ces 2 filières vont être fortement et sont déjà fortement impactées par le défi climatique et par le réchauffement climatique. Que ce soit les risques d'incendie dans le nord des Landes par exemple, ou ensuite les épizooties et tous les risques qui pèsent sur la filière agricole. Donc l'idée dans les nouvelles galeries, c'est d'arriver à développer une filière d'ingénierie climatique pour former la future matière grise montoise qui ensuite permettra aux industries, aux entreprises, aux exploitations agricoles ou autres d'avoir à disposition une ressource et des jeunes que l'on pourra employer et qui pourront rester dans les Landes.
Et ensuite, effectivement, le troisième volet, c'est de faire une halle des initiatives. Pourquoi ? Lorsqu'on avait fait le débat Sud-Ouest avec les jeunes lycéens, ils exprimaient clairement leur souhait, eux aussi, de retrouver un lieu dans lequel ils peuvent venir échanger, se poser et partager. Ils expliquaient que bon, ils allaient effectivement au Grand Moon, mais que c'était pas toujours satisfaisant. Et moi, encore une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune, je venais aux Nouvelles Galeries. Quand les Nouvelles Galeries étaient le vaisseau amiral du cœur de ville. Et on prenait plaisir avec les copains à venir dans les Nouvelles Galeries, jouer au photomaton. Voilà, je vais pas dire tout ce que j'ai fait dans les Nouvelles Galeries, bien sûr. Mais ce qu'il y a, c'est que c'était un lieu où la jeunesse montoise pouvait venir investir, les lieux pouvaient se retrouver et échanger. Et nous, l'idée, c'est vraiment d'arriver à garder nos jeunes sur le territoire et leur permettre d'avoir un lieu, un point d'ancrage. Sur la question économique, vous voulez lancer l'expérimentation du territoire zéro chômeur de longue durée. Donc c'est créer de nouveaux emplois en se basant sur des compétences qu'on va découvrir chez les habitants chômeurs de longue durée. Mais aujourd'hui, il y a des territoires qui sont en attente d'une création d'une loi permettant à de nouveaux territoires d'entrer dans cette expérimentation, et c'est le cas pas trop loin de chez nous, à Castillon-la-Bataille. Est-ce que du coup c'est une promesse tenable? C'est une promesse tenable, bien sûr. Le territoire zéro chômeur, si vous voulez, c'est une expérimentation qui a été lancée par une création légale. Cette expérimentation-là a été un peu débattue, effectivement. Il y a eu des risques que l'expérimentation territoire zéro chômeur soit supprimée. Je note que, par exemple, M. Louis Gallois a fait une tribune dans la presse pour dire qu'il fallait absolument conserver ce dispositif et peut-être même l'améliorer. Et l'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, le dispositif, dans les territoires où il existe, on a déjà repéré les premiers écueils. Et il y a des travaux qui sont engagés pour justement arriver à modifier les premières difficultés. L'idée globale, c'est qu'il faut arriver à faire en sorte que la puissance publique accompagne le privé pour développer l'emploi sur Mont-de-Marsan. L'idée de cette expérimentation territoire zéro chômeur, c'est de mettre en lien toutes les associations qui aujourd'hui militent pour l'insertion par l'activité économique et mettre tout ce milieu-là en lien avec le monde de l'activité économique. Le financement de l'expérimentation territoire zéro chômeur repose sur une inversion de la psychologie, de la philosophie sur le chômage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État met des moyens pour effectivement indemniser les chômeurs qui n'ont pas de travail. Et l'État a valorisé le coût annuel que cela représente en termes d'emploi, mais également en termes de santé publique. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, une personne qui n'a pas d'emploi voit sa santé décliner plus vite qu'une personne qui travaille. Et quel est ce coût ? Le coût, c'est 18 000 € par an. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à valoriser ce coût-là, financer des entreprises à but d'emploi et par un travail avec les entreprises d'insertion, par un travail avec les acteurs de l'activité économique, refinancer de l'emploi dans le territoire pour accompagner les personnes qui sont le plus éloignées de l'emploi vers le monde du travail. Ce travail, il faut le faire aussi en partenariat avec les associations d'insertion. Ce n'est pas une concurrence aux associations d'insertion. Je pense à Land Partage, à l'AST et tant d'autres. Aujourd'hui, c'est un travail partenarial où on a de l'insertion professionnelle, les entreprises à but d'emploi et ensuite le monde du travail en lui-même. C'est un maillon, c'est un chaînon manquant dans le retour vers l'emploi des personnes qui en sont le plus éloignées. À part que, si je peux me permettre, le gouvernement, donc c'est effectivement expérimental, et le gouvernement a décidé de ne pas élargir l'expérimentation à de nouveaux territoires. Donc il y a actuellement 50 territoires qui sont en expérimentation, et les financements de l'État ne seront pas développés à d'autres territoires expérimentaux. Si c'était le cas, il n'y aurait pas tant d'expérimentation proposées dans les Donc, et le seul territoire, pardonnez-moi Marie, le seul territoire qu'il a utilisé, c'est Moléon, dans les Deux-Sèvres. 70 créations d'emplois en 10 ans. Voilà. Tapage, le dispositif Confessi, 6 retours à l'emploi en une année. Voilà, c'est juste ça. Donc il faut en effet revoir l'efficacité de ce dispositif. Ça permettra déjà de minorer les 953 publics et privés perdus sur le territoire depuis 2011, M. Daillot. Alors, Monsieur Daillot, justement, on revient en centre-ville, on est juste à côté de la rue du Maréchal Bosquet qui commence là. Vous, pour un centre-ville plus animé, vous évoquez dans votre programme un espace public panoramique et végétalisé ouvert sur les berges, avec donc requalification de cette rue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on arrive à se projeter quand même dans ce oui, alors là on part juste sur cet espace-là. C'est une vision panoramique. Je vais répondre à votre question parce que c'est juste à côté en fait. C'est l'ancienne pâtisserie d'Aroux pour les Montois. Nous avons repris la main sur cet espace-là. On va faire un bassin d'orage parce qu'il y a besoin de collecter les eaux d'orage à cet endroit-là. Et puis on a la possibilité de poser une plaque dessus. On va faire un belvédère ou quelque chose de panoramique qui permettra à la fois de faire une continuité de promenade et d'avoir un espace de répit pour les familles sur cette plateforme un peu panoramique, et aussi d'ouvrir, d'aérer, de désenclaver un peu cette rue du Maréchal Bosquet qui a un écosystème qui se crée et qui nous intéresse,
on y est. Et donc c'est vrai quand on se passe dans cette rue-là, on voit la rivière, elle est un petit peu de côté, on la voit pas bien, donc ça va permettre d'ouvrir tout simplement. Mais pour élargir la chose, ça rentre dans un programme global qui est aussi revisiter un peu la circulation, l'urbanisme, tout ça part des nouvelles galeries. Je me félicite qu'on soit tous contents de parler de nouvelles galeries, ça faisait 10-12 ans qu'on attendait de débloquer la situation et de prendre la main, et de faire en sorte que cette rue du Maréchal Bosquet ne soit pas écartée du centre-ville, qu'il y ait une continuité notamment au bas de la place Panco pour avoir cette continuité avec le centre-ville. Et on terminera par ce belvédère qui est juste à côté, à 25 mètres d'ici. Vous regardez les crues comment ce moment? Oui, j'ai regardé tout à l'heure, là, c'est vrai que ça monte, mais bon. Sur l'îlot justement des nouvelles galeries, vous voulez développer l'intergénérationnel et la solidarité, c'est ce qui est votre préférence? Oui, il faut et là je pense qu'on est tous à peu près d'accord, il faut que cet endroit-là soit le cœur du cœur de ville. C'est de là que part la redynamisation du cœur de ville. Alors moi je ne suis pas dans la stratégie qui dit que la ville agonise. Par contre c'est vrai qu'à chaque fois qu'un rideau se ferme, moi, comme tout le monde, moi ça m'empêche de dormir. Donc il faut se battre. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a malgré tout depuis un an une quinzaine de petites boutiques qui se sont installées. Il y en a une qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, mais il y a plusieurs, Ludicland, de la part du Colibri, etc. Donc on sent un frémissement, même si je ne me satisfais pas. On n'est plus à 20% de taux de vacances, mais plutôt à 14-13. C'est pas satisfaisant, il faut continuer à bagarrer. Les nouvelles galeries, c'est le site central. C'est pas qu'un bâtiment, hein. Oui, c'est un ensemble d'îlots. On a recomposé 13 parcelles qui font qu'entre la mairie et les nouvelles galeries, on dispose d'un îlot et d'une approche qui est plus de revoir un peu le fonctionnement du cœur de ville, de faire en sorte que cet endroit-là soit aussi la liaison entre le haut qu'on a complètement requalifié, Sadi Carnot, la place Saint-Roch, le bas avec la place du théâtre, les berges, c'est un endroit de passage et qui pourra très bien mélanger des usages publics et privés. On est dans un endroit qui est un exemple de partenariat public-privé. Alors bien évidemment, c'est un privé qui a pris la main et on voit comme ça marche. C'était un bâtiment communal que l'on a cédé. Moi, je suis plutôt dans cette optique-là. Alors, intergénérationnel, oui, il faut savoir que nous avons, à côté des nouvelles galeries, dans la corbeille de la Mariée, on a négocié un dépôt qui s'appelle le dépôt Casayas, qui, à mon avis, est un endroit parfait pour faire un tiers-lieu, justement, pour que les générations se rencontrent. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Les nouvelles galeries ont coûté aux contribuables montois 500 000 €. Donc il y a 3000 m², parce que c'est quelque chose qui a été porté et très largement subventionné par l'État. Donc c'est une opération qui est intéressante. C'est aussi l'argent des Montoises et des Montois, monsieur Baillot. Oui, l'argent de l'État est aussi l'argent des Montoises et des Montois. Et quelqu'un qui relativise et qui n'est pas dans le tout gratuit et le tout public, parce que faire tout gratuit et tout public, ça a un coût, il y a toujours quelqu'un qui paye à la fin, ce sont les Montois. Je suis soucieux de leur pouvoir d'achat, je suis attentif à ça. Ça ne veut pas dire que la solution est trouvée, mais on a avancé. Les nouvelles galeries, ça y est, ça fait partie de notre patrimoine, et maintenant on peut vraiment démarrer la redynamisation à partir de cet endroit-là. C'est quand même assez rigolo, si je peux me permettre de rebondir, d'entendre M. Daillot se soucier de l'argent des Montoises et des Montois, alors que c'est la majorité dont il est issu et dont il porte l'héritage, qui a engagé des dépenses énormes aux dépens des Montoises et des Montois dans un temps très contraint, pour des travaux certes jolis, mais qui ne tiennent pas forcément la route et qui se dégradent très vite. Donc c'est assez rigolo de aux rénovations du centre-ville, devant le théâtre, les halles, le boulevard République, sur lequel il y avait auparavant des doudanes en pavé qui ont été obligés d'être goudronnés parce que les pavés partaient. C'est la même chose devant le théâtre. Donc c'est assez rigolo, et d'entendre parler en plus de partenariat public-privé sur les nouvelles galeries. C'est encore une fois le patrimoine de la ville qu'on cède à du privé, alors que les initiatives des Montoises et des Montois et les idées des Montoises et des Montois peuvent être aussi porteuses de dynamisme, et à mon avis encore plus fort que peut-être un privé, parce qu'on met des énergies ensemble qui ont une vision sur le long terme et qui entament une transition démocratique, écologique et sociale impérative aujourd'hui. Alors que des partenariats publics-privés ont dessaisi les habitants de quelque chose qui leur appartient et on leur enlève le droit de décider sur l'avenir de ces projets-là. C'est votre droit et votre choix de travailler sur le tout public, je ne conteste pas ça, c'est ce qui nous oppose diamétralement, ainsi qu'avec M. Savary. Je ne suis pas certain que les gens qui rentrent en centre-ville par la rue Sadi Carnot regrettent les travaux qui ont été faits. Je ne suis pas certain que ceux qui
empruntent massivement la place Saint-Roch, qui est moins rouge et moins craquelée, c'est vrai, soit, Et moins soit verte malheureux. aussi. Je ne suis pas certain que ceux qui se baladent sur les berges, alors pas ce matin parce qu'il y a une crue, mais après les crues, la nature reprend ses droits et les travaux tiennent, soient malheureux. Je ne suis pas certain que ceux qui utilisent la place du théâtre soient... Alors j'ai pas dit que tout avait été bien fait, il reste encore des choses à faire. D'ailleurs, c'est relativement bien refait, c'est pour ça d'ailleurs que la rue Gambetta, il faut la refaire, parce que tout d'un coup on voit que ça fait tâche au milieu de ce qui a été refait. Il fallait requalifier l'espace public, parce que le centre-ville c'est aussi le cadre de vie. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut que des gens viennent habiter ici. 118 logements ont été réhabilités, 2,3 millions de subventions, et on va continuer. Il fallait le faire peut-être aussi parce qu'un certain retard avait été pris sur le centre-ville et qu'il fallut accélérer. Les Montois et les Montoises qui nous écoutent, je ne suis pas certain qu'ils critiquent le fait qu'on ait dû faire ces travaux-là pour embellir leur ville. Après tout, c'est pour les Montois. C'est évident qu'il y avait des travaux à faire. En revanche, on pouvait les faire mieux et moins minéraux que ce qui est fait ce qui a été fait. Et plus durable surtout, vu que tout se dégrade très vite alors que ça fait... J'espère que la même place pas 10 ans Saint-Roch que ça durera est plus longtemps que la place Rouge. Je le souhaite aussi. On va aborder le sujet de la santé et les solidarités avec Romain, si vous voulez bien prendre... Et on va commencer par vous, Madame Lafitte, si vous voulez. Vous appelez à l'installation urgente de 15 médecins. Mais Généraliste. comment ? Et surtout, deuxième partie, vous souhaitez veiller à leur répartition car il y a un déficit sur la zone nord. Ça sera donc imposé ? Ça ne sera pas imposé. Ça sera déjà les faire venir, c'est effectivement une grande question parce que s'il en manque aujourd'hui, c'est bien qu'il y ait une raison. Donc trouver la raison à ça, c'est pas forcément évident. Mais un constat qui a été fait avec les Montoises et les Montois, c'est que si on a un cadre de vie plus agréable, si on a une ville plus attractive, et si on propose des conditions d'accueil à ces médecins qu'on souhaite faire venir, alors on aura plus de chances de faire en sorte qu'ils s'intéressent à Mont-de-Marsan et puis qu'ils y restent. Par exemple, on a évoqué avec les participants aux différents ateliers que nous avons proposés que les maisons de quartier, encore une fois, parce qu'elles sont vraiment au cœur du projet de Marsan Citoyen, hein, au cas où ça n'aurait pas été assez clair, que ces maisons de quartier accueillent aussi des permanences de médecins, généralistes mais aussi spécialistes, puisqu'on a des problèmes sur la durée pour prendre des rendez-vous, enfin sur le délai pour prendre des rendez-vous. Donc c'est créer un cadre d'accueil de façon globale qui soit attractif. Donc ça passe par toutes les propositions qui sont sorties des échanges avec les Montoises et les Montois pour créer voilà, cette ville du XXIe siècle qui entame toutes les transitions nécessaires. Et ça passe évidemment par une répartition plus équitable de nos généralistes parce qu'effectivement on remarque qu'avec tous les généralistes qui sont partis à la retraite, il manque sur les quartiers du nord de Mont-de-Marsan, il y a un gros déficit, bien que le phare ait été construit et mis en place il y a quelques années. Malgré tout, on manque de généralistes à temps plein. Comment vous faites pour les faire venir ? Pardon ? Le diagnostic, je le partage. Hein. Comment vous faites pour les faire venir ? C'est leur proposer déjà des locaux pour s'installer, donc il y a les maisons de quartier. C'est leur créer des conditions d'accueil qui soient pertinentes. Donc avec tout ce qu'on propose pour Mont-de-Marsan, ça rendra Mont-de-Marsan plus intéressante et plus accueillante pour tout le monde. Hein. Donc on s'attend à avoir de nouveaux habitants au lieu d'en perdre, et donc notamment des médecins. C'est leur permettre de travailler ensemble. Il y a un dispositif qui a été mis en place dans une commune en France, Échirolles, où des médecins se sont fédérés et ont décidé de fonctionner en autonomie. Ben, ça leur permettre de fonctionner aussi comme ça, dans un centre autogéré. C'est-à-dire que ils s'arrangent entre eux, il n'y a pas de... ils sont tous payés au même salaire, ils s'arrangent comme ils veulent aussi, c'est une forme de prise en main de leur cabinet. Ils travaillent ensemble avec différents métiers également de la santé. Donc voilà, c'est un projet vraiment global. Alors ça ne se fera pas en un claquement de doigts, ça c'est certain. Mais... c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur vu les déficits aujourd'hui sur la commune. J'ai une deuxième
question sur ce volet-là. De faire de Mont-de-Marsan une ville pilote pour la création d'une sécurité sociale Oui. alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous préciser Oui. assez rapidement, si on peut, Oui. le concept? Alors la dernière fois que j'en ai parlé, j'ai complètement castamé le projet, mais je vais essayer d'être plus claire que la dernière fois. La sécurité sociale alimentaire, c'est un projet sur lequel travaillent des jeunes ingénieurs, des jeunes ingénieurs agronomes en lien avec des associations. Et c'est un dispositif qui a été présenté en août 2019, enfin moi j'en ai entendu parler la première fois en août 2019 à la fête du MODEF à Souston. Et ces jeunes ingénieurs présentaient le dispositif qui est encore en cours de réflexion, notamment sur le financement. Mais le principe, c'est que chaque mois, chaque personne reçoive un chèque, un montant d'argent, pour pouvoir se nourrir sainement et localement. Donc ça implique plusieurs choses. Ça implique de conventionner avec des magasins de la commune qui vendent des produits locaux et sains. Ça implique de conventionner aussi avec des agriculteurs locaux pour qu'ils fournissent pour que les personnes qui reçoivent ce chèque puissent consommer chez eux. Ça ferait de Mont-de-Marsan un territoire pilote parce que justement, au moment où j'en ai discuté avec ces ingénieurs, ils cherchaient un territoire d'expérimentation. Donc pourquoi pas leur proposer Mont-de-Marsan et son agglomération pour être territoire expérimental de ce dispositif. Évidemment, tout n'est pas calé. Tous les ressorts ne sont pas calés. Le financement, comme je vous le disais, n'est pas calé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très intéressant et on peut permettre à ce dispositif de naître en continuant les réflexions avec justement ces ingénieurs, les acteurs locaux et les associations qui sont impliquées dans la réflexion sur ce dispositif. Monsieur Savary, vous proposez la création d'un pôle de santé pluridisciplinaire. C'est assez commun. Mais efficace. Et on voit aussi que ça atteint ses limites, notamment à Jetmo où il s'apprête à fermer. Qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que du coup vous voyez derrière ce concept ici à Mont-de-Marsan? La différence avec Agetmo déjà, c'est qu'ici on a un centre hospitalier. Donc de toute façon, cela veut dire qu'on a aussi à un moment donné des compétences médicales qui existent sur le territoire et qu'il faut aider et accompagner. On sait qu'aujourd'hui l'hôpital souffre énormément. Les urgences sont engorgées. Monsieur Daillot, vous le savez bien, vous êtes président du conseil de surveillance, donc à un moment donné, il faut aussi que la puissance publique, et là je ne suis pas d'accord avec vous Monsieur Daillot, il faut que la puissance publique accompagne les initiatives sur notre territoire, et notamment sur la matière médicale. Nous, notre projet, c'est de créer un pôle pluridisciplinaire de santé, parce qu'on ne considère pas que les maisons de quartier sont la réponse pour tout, où on pourra faire tous nos projets. Il faut avoir des projets ciblés, précis et financés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, créer un pôle pluridisciplinaire de santé, encore une fois, le dossier, on le maîtrise, on connaît le financement, c'est réaliste. Nous savons qu'il y a le fonds d'intervention régionale, nous savons aussi qu'il y a des expérimentations et des choses qui existent dans la loi de financement de la sécurité sociale, l'article 51, qui permettent justement de créer un pôle pluridisciplinaire de santé avec des crédits de l'ARS pour faire venir des médecins et des médecins spécialistes. L'avantage, c'est qu'il faudra aussi travailler avec les associations de santé du territoire. C'est-à-dire qu'il faudra créer un lieu où les associations permettront aussi d'avoir une visibilité et de poursuivre l'accompagnement des patients tout au long du parcours de soins. Ça, c'est important. Aujourd'hui, moi je prends un exemple très simple. Quand vous avez des personnes qui sont atteintes d'un cancer, par exemple, c'est malheureusement la maladie du siècle, ces personnes sont traitées à l'hôpital de manière tout à fait satisfaisante, mais bien souvent, pendant le traitement ou à la fin du traitement, elles sont un peu livrées à elles-mêmes. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait un accompagnement de ces gens-là. Et créer un pôle pluridisciplinaire de santé et le coupler avec une maison des associations de santé, c'est également créer un lieu de vie où les gens pourront être écoutés, suivis dans un parcours de soins et pourront être fédérés avec les associations. On parlait de Agetmo justement. Il y a une initiative qui a eu lieu à Agetmo concernant ce dispositif-là d'accompagnement associatif des malades. Et je vais vous donner une anecdote qui est quand même assez parlante, c'est que vous avez un lieu à Agetmo qui a été créé et qui est un lieu de vie, un lieu d'échange, qui est très important pour les gens qui sont atteints de cette maladie. Moi je me souviens de l'exemple, là où il est exactement, moi je me souviens d'un exemple qui nous a été relaté par ces personnes-là. C'est par exemple, vous aviez un monsieur qui était atteint d'un cancer malheureusement et qui était tout seul, qui était chez lui, qui vivait seul. Et avoir ce lieu, ça lui a permis à cette personne-là, lorsqu'il était malade, de venir tous les jours
préparer à manger, être entouré, pouvoir échanger. C'est un lieu de vie, c'est un lieu humaniste, c'est un lieu d'échange et c'est un lieu qu'il faut porter. Et sur l'installation des médecins, de la même manière, moi je considère que ce ne sont pas des divas du foot ou du rugby. On peut très bien avoir une solution portée par la puissance publique. Regardez ce qui se fait à Arzac, regardez ce qui se fait dans des départements comme la Corrèze par exemple, où les collectivités peuvent d'elles-mêmes arrivent à recruter des médecins et à proposer des réponses directes pour les difficultés sur la santé. Aujourd'hui, sur Mont-de-Marsan, ce que l'on constate, ce sont les études du cabinet KPMG, vous en avez connaissance, monsieur Daillot, c'est que vous avez aujourd'hui 41% des médecins qui ont plus de 60 ans. La moyenne landaise, c'est 28% des médecins qui ont plus de 60 ans. On est en retard sur Mont-de-Marsan. Et il faut avoir des projets précis, financés, crédibles et réalistes pour répondre à cette difficulté-là. Monsieur Daillot, j'ai lu votre programme également. Vous parlez de favoriser l'accès de nouveaux médecins, soutenir la médecine ambulatoire. Tout le monde se rejoint là-dessus, mais concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière? Je pense que c'est le concrètement qui est important. Absolument. Le diagnostic, a priori, on partage. Les intentions, on les a toutes. C'est comment on fait, tout simplement. Moi, je vois 3 axes. Le premier, c'est l'attractivité sur les médecins, parce que créer une énième maison des associations pour fédérer les associations dans un espèce de grand... Il y a déjà 12 lieux pour les associations. C'est pas ce qu'attendent les gens ici. Ils attendent plus de médecins. On manque de médecins généralistes, essentiellement. Dans les spécialistes, on manque de cardio, de gynéco, d'ophtalmo. Comment on fait pour les attirer? C'est d'abord un travail partenarial avec les libéraux, vous en parlerez à M. Simon, avec l'hôpital, de façon à pouvoir en effet faire un kit complet et attirer les médecins. C'est pas uniquement en construisant un bâtiment, une maison de quartier ou une maison que les médecins arrivent. Hein. Ça, c'est de l'utopie. Demandez à Gaillard, la maison est vide. Demandez dans d'autres. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc c'est d'abord ça qu'il faut faire. Chaque année, je reçois les cohortes de 30 internes. Il y a 30 internes tous les 6 mois qui arrivent à l'hôpital, qui sont destinés soit à l'hôpital, soit chez les médecins formateurs. Nous en avons. Et c'est dès le départ qu'il faut créer cette pépinière-là, avec des bourses et étudier. C'est ce que je vais faire avec le directeur de l'hôpital, le nouveau directeur, de façon à prendre et à chaperonner ces internes-là. Sur les 30, quand j'y vais, qu'est-ce que je vais leur dire? J'essaye de leur vendre le territoire, de leur expliquer qu'on peut trouver quelque chose pour la crèche pour les enfants, peut-être une place pour le conjoint. C'est là-dessus qu'il faut aller. Hein. Je ne suis pas dans l'élitisme, c'est du bon sens. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Sur 30, vous en avez 10 qui sont de la région. Donc c'est ces 10-là qu'il faut bichonner, c'est ces 10-là qu'il faut regarder. Parce que la simple zone de ZRR, fiscalisée ou non, on s'aperçoit que ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on crée une maison dans une zone comme la nôtre que tout d'un coup les médecins arrivent. On en a fait l'expérience, ça ne marche pas. Après, là où je pense que vous n'avez pas bien lu ce que j'ai écrit dans mon programme, c'est que sur ce point-là, oui, le public doit être très très présent. C'est sur le développement économique, etc., où on peut discuter sur les transports. J'espère qu'on parlera de gratuité des transports. Sur ce point-là, en effet, la puissance publique est là. Regardez, vous avez cité le phare, c'est une annexe avancée de l'hôpital, c'est quelque chose qui a été porté par la puissance publique. Donc là, évidemment, sur ce point-là, on ne peut pas s'échapper. Attractivité sur les médecins, pas que, hein. Il y a aussi les aides-soignantes et les infirmières qui est un problème plus national. J'ai écrit à l'ARS, j'ai écrit à l'ex-ministre de la Santé, et puis j'espère qu'elle leur fait passer le courrier pour être reçu, parce que c'est vrai qu'il faut revaloriser ces métiers-là, on est bien d'accord. La deuxième chose, c'est le foncier. C'est très très concret. C'est être présent pour pousser, porter, financer, accompagner des opportunités foncières. Soit pour des maisons de santé pluridisciplinaires, j'ai rien contre. Vous venez de dire que ça marchait pas. Soit pour des maisons, soit pour des initiatives privées. Et il faut aussi y aller. On a aujourd'hui, je ne vais pas vous délivrer les choses telles qu'elles sont, on a aujourd'hui 2 médecins, dans les 15 ou 20 qui sont encore ici, 2 médecins qu'on va accompagner et aider, sur lesquels il y a des expérimentations, ça s'est fait rare notamment autour d'une pharmacie, pour pouvoir attirer. Vous savez, c'est un monde où les gens se connaissent, et c'est pas en mettant une annonce sur le Bon Coin qu'on fait venir un médecin. Et c'est pas, c'est pas en prenant... Voilà. Donc il faut s'appuyer sur les forts qui sont là. Et le troisième point, donc attractivité des médecins, aider sur le foncier. Le troisième point, c'est comme un peu de sensibilisation et de prévention très en amont. C'est ce que nous faisons. À mon sens, on le fait que dans les quartiers politiques de la ville. Il faut élargir un petit peu. Hein, je suis aussi président de l'agglomération, 18 communes. Dans le domaine rural, il y a aussi un besoin fort. Donc il faut qu'on porte ça. On met en place un bus France Service. Il faudra qu'on parle un peu de sensibilisation là-dessus. Meilleure alimentation, le sport santé, pousser le sport santé. Il faut traiter tout ça en amont. Hein, j'étais dans un petit déjeuner dans un de nos quartiers, un quartier dont on est fier, à l'Argenté, au Perroite, il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai que là aussi, il faut faire ces ateliers santé, ces forums santé, pour aider aussi les familles dans la parentalité à donner des bonnes pratiques alimentaires notamment. Donc vous voyez,
là aussi, c'est à 360, attractivité des médecins, ça ne se fera pas en claquant des doigts, je suis d'accord avec vous, là, ça ne claque pas des doigts. C'est ensuite travailler sur le foncier, et enfin de la sensibilisation et de la prévention, c'est ce que nous faisons, mais qu'il faut accélérer et qu'il ne faut pas limiter au quartier politique de la ville. Il faut avoir une vision de territoire. Justement, on accélère nous aussi, on va passer au volet démocratie participative, si vous voulez bien. Je commence avec vous, Marie Lafitte. J'ai besoin d'une précision, parce que quand j'ai lu votre programme, il y a quelque chose qui m'a un peu échappé. Si vous êtes élu, certains conseillers ou adjoints pourraient siéger gratuitement au sein du conseil, c'est ça que j'ai bien compris? Le principe de base, c'est que déjà, il y a une gouvernance collégiale. Donc on répartit les responsabilités, c'est pas une seule personne qui est à la tête de la pyramide et qui gouverne. C'est une équipe, ce sont 35 élus qui participeront à la gouvernance de la commune, en lien avec les habitants évidemment. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'enrichissement personnel par la vie politique. Donc les personnes, les élus qui devront réduire leur activité professionnelle auront une compensation de leur perte de salaire engendrée par cette réduction du temps de travail grâce aux indemnités d'élus. En revanche, il est hors de question que l'indemnité d'élu permette de gagner plus que ce qu'on a gagné avant et permette de gagner plus qu'un certain montant qu'on fixera tous ensemble. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est pas, on a fait un raccourci en parlant d'élus bénévoles parce qu'il est... Voilà, l'objectif c'est de ne pas devenir des professionnels de la politique, d'en faire un enrichissement et voilà, de gagner de l'argent sur des indemnités d'élus. J'ai répondu à la question? Totalement. J'en ai parlé si vous voulez. Oui. Est-ce que vous pourrez imaginer un fonctionnement avec un maire, un conseil municipal et une prise en compte de la voix de l'opposition? Parce que dans un fonctionnement classique, celui que vous dénoncez actuellement, ils ne se retrouvent, enfin, ils n'ont pas tellement l'occasion de peser dans le débat. En gros, est-ce que si demain vous êtes élu, M. Savary et M. Daillot auront droit au chapitre? Je viens de le dire, ça sera une gouvernance collégiale à 35. Donc, on est tous là pour travailler pour Mont-de-Marsan. Et en lien avec les habitants, de toute façon, ce seront les habitants qui décideront de beaucoup de choses, avec le conseil citoyen municipal, avec les assemblées citoyennes de quartier. Donc ça sera 35 élus, ce seront 35 élus qui participeront à la vie de la commune. Voilà. D'accord. Monsieur Savary, vous dites que votre programme propose des outils de démocratie directe. Mais si on lit un peu plus loin, vos propositions, vous dites que les consultations citoyennes ne seront réalisables que pour des projets non inscrits au programme. Quand je parle de démocratie directe, je parle du budget participatif. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est quelque chose qui existe sur le territoire français depuis longtemps. Par contre, ce ne sont pas les conseils de quartier. Monsieur Daillot, je ne suis pas d'accord avec vous. Là, c'est vraiment donner l'opportunité à toutes les Montoises et à tous les Montois d'avoir un budget, une partie du budget d'investissement qui est fléchée et allouée. Et derrière, ces gens-là proposeront des idées et décideront entre eux par le vote ce qu'ils veulent voir réaliser. Donc on ne sectorise pas par quartier, on n'a pas des élus ou des représentants des élus qui siègent, on a vraiment une démocratie directe dans le sens où ce sont les administrés directement qui proposent et qui votent, qui se départagent entre eux sur leurs propositions d'idées. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps, ça a été fait à Paris, ça a été fait dans le département du Gers, ça a été fait l'an passé dans le département des Landes avec le succès que l'on connaît. Donc aujourd'hui, il faut aussi mettre cet outil, proposer cet outil à tous les habitants de Mont-de-Marsan pour justement arriver à retisser le lien qui s'est distendu entre les élus et les citoyens. Il faut remettre de l'éducation populaire, en définitive, entre les élus et les citoyens pour que ces derniers puissent de nouveau fonctionner ensemble. Mais aujourd'hui, si le lien s'est distendu, c'est que depuis 12 ans sur Mont-de-Marsan, il ne se passe plus grand-chose. C'est ça que nous dénonçons. Regardez les derniers grands projets structurants qui se sont déroulés, qui ont eu lieu sur Mont-de-Marsan. Ils datent d'avant 2008. C'est la plateforme sociale, le pôle culturel du Marsan, le boulevard Nord, Simone Veil, ce sont toutes ces choses-là. Aujourd'hui, depuis 12 ans à Mont-de-Marsan, on est dans un trou noir. Il ne se passe plus rien de structurant. On a refait quelques places, on a mis un peu de minéralisation, à outrance d'ailleurs. Il faut revégétaliser la ville, il faut repenser l'urbanisation de la ville. Et pour cela, il faut y associer également les habitants. D'où l'idée du budget participatif. D'accord, mais sur les consultations citoyennes,
Alors, sur les consultations citoyennes, effectivement, petite précision, l'idée c'est de dire que le mandat d'élu, il commence certes au soir de l'élection, mais ce n'est pas un chèque en blanc ou un blanc-seing pendant 6 ans. Et en 6 ans, sur Mont-de-Marsan, il peut se passer un grand nombre de choses. Je donne un exemple, si en 2025, il se passe un événement qu'on n'avait pas prévu et qui demande une intervention de la puissance publique, il faudra associer les citoyens à la réponse qu'on devra apporter. C'est ça l'engagement. C'est de dire que si demain on a un gros projet structurant à apporter, il faudra associer les associations, il faudra associer les citoyens. Lors de la présentation de votre liste, et toujours concernant le projet des galeries, vous disiez la démocratie participative, ce n'est pas une consultation dans le magazine municipal et sur Internet. Oui. Par quel biais? On mettra en place des urnes, comme cela se fait pour le budget participatif, dans les quartiers, dans des divers endroits dans les quartiers, pourquoi pas les clubs 3e âge, ou pourquoi pas les maisons de quartier, etc., pour consulter les administrés, pour que ces derniers puissent avoir voix au chapitre. Et ce n'est pas effectivement une consultation uniquement sur Internet qui recueille 2000 à 2500 voix, ce qui est très peu par rapport au nombre d'habitants de Mont-de-Marsan, qui permet de dire qu'il y a une vraie légitimité sur le vote des habitants. Monsieur Daillot, vous proposez de co-construire avec les Montois les projets structurants, comme vous l'avez fait en consultant sur les nouvelles galeries, on vient d'en parler. Ce qui est ressorti de cette consultation, c'est néanmoins le sentiment d'avoir pu s'exprimer, bien sûr, mais tout en se disant que les aménageurs qui planchent sur le projet, ben, ils feraient bien ce qu'ils veulent au final. Est-ce que c'est possible de co-construire avec 30 000 habitants? C'est possible. Juste une aparté, je suis content de voir qu'on est vent debout donc, contre les professionnels de la politique, que je ne suis pas, parce que j'ai découvert moi la politique locale en 2014. Je n'ai pas été biberonné de génération en génération dans le domaine politique. Donc voilà, si je referme la parenthèse, je suis tout à fait pour qu'il n'y ait pas de professionnels de la politique. Je suis content que ça vienne de mes voisins de gauche, c'est assez étonnant. Juste vous dire que la démocratie participative, je ne parle pas pour Marsan Citoyen, parce que c'est vraiment le fondement de leur démarche. On peut critiquer le comment on fait, sur l'idéal, c'est le fondement. Mais il y en a quand même certains qui en parlent 2 mois avant les élections. On n'a pas attendu 2 mois avant les élections avant de le pratiquer. Que l'on veuille ou non, et je trouve que c'est manque de respect pour les conseils de quartier, c'est quelque chose qui existe depuis plus de 10 ans. On a mis 1 million d'euros sur la table, qu'on le veuille ou non. Alors ça s'appelle budget pour les conseils de quartier. On ne l'a pas appelé budget participatif, c'est la même chose. On a fait un peu moins de foin que le conseil départemental, qui l'a découvert l'année dernière, et ça existe. Et ça permet à chaque personne dans son quartier, ce n'est pas fermé, tout le monde peut y aller. Vous avez dans votre liste quelqu'un qui est dans le conseil de quartier. Donc dans un conseil de quartier, vous voyez bien que ce n'est pas cloisonné. Et qui exprime bien que ça ne marche pas très bien. Et cette offre-là permet à chacun de pouvoir dire dans mon quartier au plus près, je veux cacher la poubelle, acheter un banc, ou faire des choses beaucoup plus grandes, comme ce qu'on a pu voir, le cheminement qu'il y a au Tuco, ou le square des anciens combattants. Voilà, donc c'est quelque chose qui s'est fait. Et je vous le dis, dans le programme, vous l'avez vu, on va aller encore plus loin. Nous n'avons pas attendu les élections pour faire participer les gens. Il est vrai que les habitants veulent de plus en plus être acteurs des décisions publiques. D'accord ? Nous l'avons fait. Consultation et pas que Internet. 3000 questionnaires sur une ville de 30 000 habitants, je trouve que c'est beaucoup. J'espère que vous ferez mieux. Sur les nouvelles galeries, nous avons consulté. Nous avons consulté sur le centre-ville, sur le rythme scolaire, des questionnaires pour les enseignants, pour les parents, pour les enfants, avec des pictogrammes, pour analyser, pas prendre des décisions tout seul dans un bureau. Nous avons fait le fonctionnement, je crois que M. Pierrine doit être par là. Il est là, d'accord, j'ai pas vu le béret. Nous avons fait des questionnements sur le fonctionnement de nos férias, de l'organisation tauromachique. Saint-Médard, un nouveau quartier qui a été fait. Aller à Saint-Médard, ça fait l'unanimité. Et pourtant, ce n'était pas gagné au départ, avec les commerçants, les riverains, etc. Ils ont participé à la co-construction de ce quartier, et on voit le résultat aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont la banane. Qu'est-ce qu'on fait demain? Même chose, et encore plus, c'est-à-dire tous les gros chantiers. Quand on parle des gros chantiers qui ont été faits, alors M. Savary dit qu'on n'a rien fait depuis... C'est vrai que les berges, c'est rien du tout. Le boulevard Simone Veil, où il y a 3500 militaires qui ne polluent plus devant la préfecture L'initiative a été lancée par Philippe Lavéry, monsieur. Ouais, enfin, on l'a mené, on l'a financé. Il a fallu, rendez à César ce qui appartient à César. Il fallait trouver le financement. Vous savez très bien les liens qui m'attachaient à César. Je ne suis pas dans l'instrumentalisation. Simplement, vous dire que demain, qu'est-ce qui va se passer? On fera la même chose, et tous les gros chantiers qu'on va lancer, préalablement, il y aura de la concertation. Ça, on l'a déjà fait. Que ce soit pour Nahuc, que nous allons refaire, que ce soit pour l'avenue de Sabre, pour le centre-ville, toujours le centre-ville. Voilà. On est tout le temps dans la concertation. C'est pas une posture... je ne parle pas pour Marsan Citoyen, c'est leur fondement, c'est leur système de fonctionnement. Il n'y a pas de programme, c'est les citoyens qui font le programme. Mais voilà, donc
je n'ai pas de leçons à donner, de leçons à recevoir, et à donner non plus d'ailleurs, sur la démocratie participative. Je reviens juste très rapidement avant de céder la parole à Jean-Louis sur les enveloppes destinées pour les conseils de quartier. Vous souhaitez les renforcer, si j'ai bien lu. Oui, multiplier par deux. Pourquoi vous ne l'avez pas fait pendant le mandat? Parce qu'on l'a initié, déjà on a eu le mérite d'avoir mis en place ça, et alors d'ailleurs rendons à César ou à Geneviève ce qui est à Geneviève, puisque ça a été mis et suivi par Marie-Christine Bourdieu en 2009, je crois que ça a été mis en place. Donc, on a eu le mérite de l'initier, comme rares sont les villes qui l'ont fait, surtout qu'on pu maintenir cette vie. Alors je ne dis pas qu'il faut maintenir les conseils de quartier dans leur système, il faut peut-être un peu moderniser, ouvrir, utiliser des outils un peu nouveaux, ça ok, il faut se remettre là-dessus, il n'y a pas de sujet. Mais le principe, il a le mérite d'exister, et il a porté ses fruits, parce que j'étais encore hier ou avant-hier avec les présidents et les conseillers de quartier qui ne sont pas tous des... D'abord, vous avez compris que je ne suis pas dans une logique politicienne, ce ne sont pas tous des ultra-sympathisants, politisés, etc. Donc c'est des gens des quartiers qui veulent faire bouger leur quartier. Ils sont plutôt satisfaits de ça. Je n'ai pas répondu à votre question, je crois, concernant les nouvelles galeries. L'enveloppe, ce qu'on faisait, donc vous m'avez posé Sur une question. la co-construction, notamment sur... Enfin, il y avait le château de Nahuc, là, Ouais. également, la rue de Sabre. Oui, pour les nouvelles galeries, vous m'avez posé une question. Qu'est-ce qui va se passer après ou sous la participation des citoyens sur l'avenir de nouvelles galeries? Vous pouvez en En parler. tout cas, si vous ne me l'avez pas posé, je vais faire comme si vous l'aviez posé. C'est bien ce que j'entends. Parce que je n'ai pas préparé cet entretien pour rien. Non, plus sérieusement, j'entends des initiatives qui sont on va faire ça, les nouvelles galeries vont faire ça. Donc déjà, ça veut dire que vous êtes suffisamment satisfait qu'on ait pu déverrouiller le souci des nouvelles galeries qui Ça a mis du temps quand même. 12 ans, parce qu'il a fallu Parce faire... qu'il y a eu un échec dans la Il a procédure fallu faire. d'expropriation sur un vice de forme. Il a monsieur. fallu C'est dommage. avancer et il a fallu respecter aussi la propriétaire avec son caractère, avec son état de santé, et le faire intelligemment. Retenez juste une chose, c'est que nous avons les clés, que nous avons déverrouillé quelque chose que tous les Montois attendaient. On est bien d'accord. Concernant les nouvelles galeries, très simple, on ne dit pas comme ça unilatéralement dans un bureau à 3, on va faire ça en bas, ça en haut, ça là. On interroge les gens. C'est ce qu'on a fait. Que vous le vouliez ou non, il y a entre 2500 et 3000 personnes qui ont répondu. On va tenir compte de leur avis. D'accord ? Je ne suis pas certain qu'elles veuillent du logement. D'accord ? Peut-être du commerce. Là où je rejoins, c'est que ce n'est pas le commerce c'est pas le tout commerce. Il faut aussi un peu de... pas un auditorium, de la culture, ça peut être des bureaux, ça peut être un hôtel, ça peut être un tiers-lieu. Voilà, toutes ces choses-là. Ce que je ne voulais pas, c'était imposer une décision unilatérale, c'est s'appuyer sur l'avis des habitants, c'est aussi s'appuyer sur des études commerciales faites par des cabinets. Le cabinet numéro 1 en France qui s'occupe de ça, dans toutes les villes qui sont dans les plans de redynamisation, nous a fait une étude. C'est quelque chose de pragmatique. On va voir dans des villes qui nous ressemblent ce qui fonctionne. On ne va pas à Bordeaux, à Biarritz ou à New York. On va voir à Tarbes, à Agen, à Castres, à Bergerac. Il y a dans ces villes-là qui nous ressemblent, de notre strate, des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Et on essaye de prendre ce qu'il y a de meilleur dans ces villes-là et on mettra en place des choses. Il y a des magasins, il y a des filières, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans des villes de 30 000 habitants. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc, pour parler des nouvelles galeries, là aussi on est dans une démarche ouverte, consultative, participative. Et pas que depuis 2 mois. Je voudrais juste répondre sur le sujet. Vous dites effectivement qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans des villes de 30 000 habitants, mais parlons des halles, monsieur Daillot, parlons des halles. Moi, je ne comprends pas la vision que vous avez eue dans les halles. En définitive, vous nous dites, nous, c'est tout public, ce qui n'est pas vrai. Et on a l'impression que du coup, vous, aujourd'hui, pour la peine, c'est tout privé. C'est-à-dire que dans les halles, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes allé chercher un promoteur, Biltoki, vous lui avez donné les clés du camion et vous lui avez dit, faites ce que vous voulez. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez mis non seulement des commerçants en difficulté, et vous avez aussi mis les Montoises et les Montois en difficulté, parce qu'ils ne se retrouvent plus dans ce lieu. Il faut aujourd'hui avoir une autre vision de ce lieu-là et des Halles de la Madeleine. La difficulté, c'est qu'en faisant ça, et en enlevant l'accompagnement de la puissance publique, en faisant se retirer la puissance publique de ce dossier, vous avez créé les conditions de cet échec monumental. Et en fait, vous avez créé les conditions de l'échec que subissent aujourd'hui tous les commerçants à qui les propriétaires de locaux commerciaux demandent des loyers trop élevés. La réalité, c'est ça. Nous pensons qu'il aurait fallu justement que la puissance publique joue son rôle à plein, rénove ce bâtiment et propose des loyers attractifs pour les commerçants. C'est ce qui s'est fait ailleurs. C'est ce qu'il aurait fallu faire dans ce lieu-là. C'est-à-dire que nous sommes sur un partenariat entre la puissance publique et l'initiative privée. Ce n'est pas un partenariat public-privé. Les partenariats public-privés, on sait ce que ça veut dire, on connaît les échecs. Nous, c'est juste que la puissance publique puisse accompagner le développement de l'activité en cœur de ville. Et ne pas donner les clés du camion pendant 54 ans à un promoteur avec l'échec que l'on connaît aujourd'hui. Je voudrais revenir sur un sujet qui est central, parce qu'on s'éloigne un peu là, mais
C'est la démocratie. Ce qui nous est proposé par les deux autres listes, c'est une démocratie intermittente. C'est encore une fois seulement sur les grands projets qu'on va consulter les habitants, qu'on va faire de la participation, de la concertation. Nous, c'est complètement différent de ce qu'on propose avec Marsan Citoyen. C'est les Montoises et les Montois qui reprennent la main sur la politique. C'est les assemblées citoyennes de quartier, c'est différent des conseils de quartier. Peut-être que certains sont satisfaits du fonctionnement des conseils de quartier actuellement. Ce n'est pas le cas de la majorité des habitants, en tout cas. Les budgets qui sont soi-disant fléchés, ce n'est pas ce que propose Marsan Citoyen. Pour Marsan Citoyen, ce sont vraiment chaque assemblée de quartier qui aura un budget dédié pour mener des projets dans son quartier en lien avec les habitants toujours. Les membres de ces assemblées de quartier seront tirés au sort parmi les habitants, pas sur les listes électorales, pour permettre à tous les habitants de s'impliquer dès l'âge de 16 ans. Donc on intègre aussi les jeunes dans la réflexion sur l'avenir de leur quartier. Et on les intègre après dans la réflexion sur l'avenir de la commune avec un conseil citoyen municipal qui co-construit les projets avec les élus. On n'est pas dans de la concertation de façade avec des questionnaires dont les questions sont orientées, sont limitées et où l'expression n'est pas la plus large possible. On n'est pas non plus sur de l'évaluation de projets phares ou de projets structurants parce qu'on pense que justement c'est par les petits projets, c'est par des petits pas, des petites constructions qu'on va faire de Mont-de-Marsan une ville nouvelle, une ville dynamique et une ville qui entame les transitions. Je parle que de ça, mais c'est la base qui entame les transitions démocratiques, sociales et écologiques. Et c'est en impliquant les habitants aux différents échelons qu'on pourra faire en sorte qu'ils s'approprient ces politiques et qu'ils s'approprient les projets et qu'ils s'approprient leur ville. Et pas les laisser simplement en simple consultant sur tel ou tel projet. Ça n'a aucun sens. Et c'est pas ça la démocratie, qu'elle soit, on l'appelle même pas représentative ou directe ou participative, c'est la démocratie, point. Elle n'a pas d'autre qualificatif. Bon, les questions sont pas orientées, je reviens juste sur les Halles. Justement, oui, les Halles et après on passera au Je voudrais passer un PV de conseil municipal dans lequel les gens qui sont sur votre liste aujourd'hui étaient complètement pour la DSP avec Bill Toki. Donc bon, je vois que les choses changent. Vous aurez à régler vos différends en équipe. J'espère que vous le ferez dans le cadre de l'opposition et pas de la majorité. Simplement vous dire que dans les Halles, vous avez tendance à dire que les Halles sont mortes, que c'est un trou noir, que la ville agonise. Arrêtez avec ça. Vous êtes en train de scier la branche sur laquelle les commerçants sont. Je ne vous dis pas que les Halles fonctionne. Ça ne me satisfait pas ce qui se passe au Halles. J'espère. Ça ne me satisfait pas. Je suis quand même un tout petit peu lucide. Sauf que ce projet-là, qui a été voté d'ailleurs par les gens qui sont dans votre équipe. Équipe renouvelée, monsieur Daillot. Monsieur Daïtet, que je sache, qui est aussi l'avocat du Grand Moon, qui a poussé ce gros dispositif, était aussi pour cette DSP. Peu importe, vous expliquerez avec lui. Ce que je veux dire par là, c'est que ces halles-là, aujourd'hui, n'ont pas coûté un centime aux contribuables. 500 000 € de travaux ont été faits par les promoteurs de Halles, qui sont une association entre Bill Toki et Philippe Jacquemin, d'ailleurs qui sont en train aujourd'hui, vous verrez ça dans les jours qui viennent, de relancer ce système-là, parce qu'il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Oui, je pense que leur stratégie commerciale n'a peut-être pas été cohérente par rapport à la taille de notre ville. Ça a aussi été le cas à Dax. On voit que Dax repart. Cela dit, Bill Toki, que je sache, Bacalan, Saint-Étienne, Talence, Anglette, etc. Peut-être que c'est sur des formats trop grands. Que je sache, c'est quand même le numéro 1 en France sur ces dispositifs-là. Et nous avait fait confiance à ce promoteur-là, qui d'ailleurs va nous amener des solutions. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine là-dessus. Et c'est pas moi qui pilote ça. Ils vont arriver. Sachant qu'on a la main. Hein. Ce que j'entends là dans votre entourage, que ça y est, on n'aurait plus la main pendant 5 ans. À tout moment, on peut reprendre. L'avantage, c'est que les halles ont complètement été refaites. Nous avons aidé, la partie publique est intervenue. Donc nous sommes assis sur les loyers pendant la durée d'amortissement de ces 500 000 €. Mais on a la main à tout moment.
Donc sur les halles, Donc ça coûte aux contribuables, monsieur sur Daillot. les Si halles- vous êtes sur les assis halles, sur les loyers, c'est que ça le coûte but- aux contribuables. Mais non, le but c'est de Mais pas de si. faire d'argent là-dessus, c'est que ce centre-ville redémarre et marche et qu'on se remonte les manches pour le faire. Mais on est Et bien on le d'accord. fera avec les promoteurs. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement d'ailleurs. là, sur les- La J'espère que vous proposition de annoncerez Marsan pas. Citoyen, c'est au lieu de le faire avec les promoteurs, c'est de le faire avec les habitants. Et avec les habitants, Et bien ça, sûr. c'est le sujet plus important. qui intéresse les Montois également. Voilà, on va passer Avec donc Jean-Louis. à l'environnement. On va rester avec Charles Daillot qui est sur la lancée. Vous avez présenté vouloir développer une nature de proximité et connecter les poumons verts montois. Expliquez-nous cette. Oui, on a la chance tout simplement dans cette ville d'avoir 3, même 4 sites, parce que je mets la Plaine des Jeux dans le patrimoine des poumons verts montois, le parc La Case, le parc Jean Rameau, Nahuc et la Plaine des Jeux. Donc l'idée, bien évidemment, c'est d'essayer de connecter les quartiers, le centre-ville, mais surtout ces poumons verts entre eux, et notamment par rapport au vélo. Alors je ne dis pas qu'on fera des pistes cyclables dans toutes les rues, parce que c'est là aussi un investissement important. On est dans une ville qui s'est développée à plat. Il y a 180 km de voirie sur Mont-de-Marsan, c'est pratiquement la voirie de Pau. On n'a pas le même budget que Pau. Donc tous les gros projets que nous ferons, on parle de l'avenue de Sabre aussi, où il y aura une consultation des riverains, bien évidemment, sont adossés avec les associations du vélo pour qu'on puisse faciliter l'accès en vélo sur les mobilités douces, les piétons, etc. Et puis quand on ne fait pas la réflexion de la rue, il faut réfléchir sur des marquages au sol, sur des habitudes, sur des itinéraires bis. Nous avons déjà entamé cette réflexion-là pour qu'il y ait des parcours qui soient plus sécurisés. L'idée, c'est que les familles puissent faire du vélo entre ces espaces-là, sur des routes réhabilitées, mieux éclairées. On est dans un plan aussi de modernisation de notre éclairage public. Sur les 6 ans à venir, on va moderniser 80%, on va changer 80% de l'éclairage public. Donc l'idée, c'est de travailler là-dessus. Je m'arrêterai sur le parc Jean Rameau. Le parc Jean Rameau, c'est un espace magnifique avec 80 essences d'arbres différentes, qui est à la fois tout près du centre-ville, mais qui est loin psychologiquement. On est encore ici à vouloir prendre sa voiture pour faire 500 mètres. Je le déplore. Donc il faut là aussi qu'on travaille sur une... On ne va pas déplacer le parc Jean Rameau, mais il faut que la visibilité, l'accessibilité à ce parc soit plus naturelle. Et là, il y a un vrai projet intéressant. Les portes sont ouvertes au niveau du quartier de la Madeleine, la villa Bédoré. Nous avons poussé le ministère de Justice à détruire cette vieille villa qui est en ruine à côté du palais de justice. Vous savez aussi que le palais de justice avance, qu'il sera bientôt livré. Ça va permettre de dégager cet espace-là. Il faudra qu'on discute avec nos partenaires, notamment le conseil départemental qui est propriétaire de l'actuel palais de justice, pour essayer d'aérer, désenclaver, végétaliser un peu et avoir une continuité avec le parc Jean Rameau sur ça. La deuxième chose pour connecter, c'est par exemple cette passerelle. Aujourd'hui, les piles sont posées. Vous avez une passerelle qui va enjamber la rivière entre Barbe d'Or, la Plaine des Jeux, et puis un petit peu derrière Nahuc et Majot. Ça permet aussi à des quartiers de communiquer en déplacement doux, en poussette, en vélo, de façon piétonne, alors que ces gens-là qui étaient à 10 mètres les uns des autres, parce qu'il y avait la rivière, s'ignoraient. Donc tout ça, c'est un ensemble, et c'est en ce sens-là qu'on souhaite travailler sur ces espaces-là. Dans votre programme, il y a aussi un autre sujet phare, l'objectif zéro déchet à l'horizon 2030, ce qui est ambitieux. Oui. Si on peut faire 2026, on fera. Ça va passer par l'imposition du compost. Enfin, on va imposer le compost et la collecte chez tous les habitants. Non. Avec un système qui travaille sur 81 communes. Non. Et on ne va plus enfouir. Alors en fait, si vous Comme on permettez, fait aujourd'hui. ouais, Alors, si vous permettez comment on va faire concrètement, Ouais. donc parce que annoncer 0 déchet comme ça, et puis voilà, Ouais, comment on très, fait? très ambitieux, oui. D'abord, si ça peut être avant 2030, on fera avant 2030. 0 déchet, c'est quoi? C'est les déchets dans l'air. Donc avoir une neutralité carbone. On parle du boulevard Simone Veil, et le boulevard Simone Veil, ça permet d'éviter les bouchons, donc les émissions de gaz. On parle d'isolation des bâtiments, on a commencé à le faire, on a diminué de 40% les consommations sur le gaz et l'électricité en isolant les bâtiments. Il faut continuer. Donc c'est les déchets dans l'air. Après, 0 déchet, c'est les déchets dans l'eau. C'est ce qu'on fait avec notre régime municipal, désormais intercommunal, où on a un bijou, parce qu'il y a des gens qui sont de très très bons techniciens, très compétents, et aussi parce qu'on a la chance d'être assis sur une nappe qui est de très bonne qualité. On a une autre qualité que les voisins nous envient, on voit qu'on n'a pas toujours les mêmes problèmes qu'eux sur le traitement des eaux, on a cette chance-là. Donc c'est continuer en ce sens, c'est des investissements comme la station d'épuration de Joannas qui va permettre de traiter et d'anticiper pour les 10, 20, 30 années à venir l'assainissement de l'eau sur notre territoire. C'est des investissements comme la retenue collinaire à Bourg. Moi j'ai une vision plutôt de territoire où on permet de mettre cette eau et l'eau qui vient de la géothermie, qui se refroidit là, qui permet aux agriculteurs autour de pouvoir arroser leurs champs, parce que vous savez, quand les fêtes de la Madeleine arrivent,
on coupe les vannes parce que le niveau de la rivière ne permet plus d'irriguer. Voilà, c'est travailler sur ça. C'est les déchets tout court. Et c'est pas uniquement les verres réutilisables. Je suis ici dans un café bien connu de Mont-de-Marsan. Ce soir, il y a une grande fête des cafetiers. Je vous y convie tous. Ils auront du verre recyclable, il n'y a pas que ça. C'est lutter contre le gaspillage. On commence à le faire dans les cantines, dans les EHPAD, en associant nos agents. Pas plus tard qu'il y a un mois, une réunion avec le SICTOM. Il faut associer la Chambre des métiers, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture pour travailler sur la lutte contre le gaspillage. C'est pousser les usagers et les inciter par de la communication, les pousser à l'usage du vrac. Vous voyez, c'est des choses comme ça. C'est travailler avec le SICTOM. C'est pas en augmentant le personnel du SICTOM ou derrière les camions poubelles. C'est pas en achetant de plus en plus de camions poubelles ou en augmentant le nombre de poubelles dans les rues qu'on va baisser les déchets. Il faut changer les comportements. Mais le zéro déchet, à la base, pardon, moi j'ai envie, le zéro déchet, quand on vise le zéro déchet, qu'on est une ville qui s'engage dans ce sens-là, c'est s'éloigner, se détourner de l'enfouissement en fait. C'est arriver à ne plus enfouir dans la terre qu'on veut protéger des déchets. Aujourd'hui, avec le SICTOM, on en enfouit encore des déchets. C'est pour ça qu'avec le SICTOM, on travaille justement dans cette trajectoire-là. Mais il faut surtout peser sur les comportements d'achat. Hein, le gaspillage, voilà, on a commencé à le travailler, le gaspillage. Mais on ne peut pas le travailler comme ça dans une seule cantine. Il faut le faire globalement. Et il y a toute une sensibilisation aussi de la jeunesse. Mais je ne suis pas très inquiet là-dessus. Je veux dire, nos enfants nous font changer de comportement de plus en plus sur ces sujets-là. Si vous le permettez, hein, sur cette partie-là, on a parlé du zéro déchet, on a parlé de nos poumons verts. Je pense que, moi j'ai une vision, je suis plutôt un terrien, je suis fils de paysan, j'habite sur une des rares exploitations agricoles qui sont sur Mont-de-Marsan, il y en a 3. Il y a 3 exploitations, une exploitation qui est en train de se convertir au bio. Je ne fais pas de publicité pour la famille, c'est pas ça, mais simplement c'est un sujet que je connais. C'est un sujet que je connais, ça me parle. C'est un sujet que j'adore. En ce qui concerne l'alimentation, notamment, vous savez qu'on a un projet où on réoriente le site de Malache sur une ferme urbaine ou une exploitation. C'est des choses qu'il faut travailler là aussi. Et ce n'est pas du conceptuel en disant voilà, c'est la mode, on va faire ça. Il faut juste travailler avec les professionnels qui sont autour. Pour le zéro déchet, c'est le cas, pour ça aussi. Travailler avec la Chambre d'agriculture, par exemple. Nous avons un projet de pouvoir travailler avec la Chambre d'agriculture parce qu'une ferme urbaine, ça ne s'improvise pas comme ça. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent de l'ingénierie. Le cubage d'eau, combien de serres, l'aval, comment on va commercialiser, etc. Ce n'est pas un petit maraîcher du coin. Là, on est là pour essayer d'améliorer ce qu'on va servir dans les assiettes de nos enfants, de nos anciens. Aujourd'hui, il y a déjà un produit sur 3 qui vient de l'agglo. Il y a 50% des approvisionnements qui viennent du département, 8 produits sur 10 de la région. Il faut aller un peu plus loin, il y a une loi qui va nous l'obliger. Tant mieux. 20% de produits bio. C'est pas que bio, hein, c'est IGP, label rouge, voilà. On a de la chance dans les Landes, on a de tout. On a du poulet, on a des asperges, du kiwi, on a tout ce qu'on trouve dans un potager en pleine terre, les légumes, etc. On a ça. Donc il faut l'organiser. Et c'est en ce sens-là, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est une vision globale. Là où je suis parfois surpris, c'est peut-être très personnel. Pour moi, l'écologie, ça fait longtemps qu'on sait que c'est face à l'urgence climatique, c'est l'affaire de tous, que la collectivité, même la plus petite, l'habitant tout seul, a un rôle à jouer. 2, j'ai toujours eu du mal, pardonnez-moi, avec l'écologie égale un parti politique. Pour moi, c'est tellement une urgence absolue que ça doit être transpolitique. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. La dernière chose, valoriser toutes les initiatives citoyennes. On le fait avec le SICTOM. On mettra en place, je ne suis pas pour multiplier les maisons des associations, il y en a déjà 12. Je respecte beaucoup les associations, on les soutient, mais on mettra en place un espace dédié. On l'a trouvé d'ailleurs. Je pense qu'il y a un espace au parc Jean Rameau qui est à l'entrée, qui est parfait pour ça. Un espace dédié pour recevoir, pour sensibiliser, pour travailler. Les comportements, je salue, et c'est pas pour passer la brosse à reluire, l'initiative du Forum des solutions vertes. J'espère que vous allez le poursuivre. Si vous êtes fatigué, que vous ne voulez pas le faire, on prendra le relais, on le fera, parce que c'est une superbe initiative. Il faudra le faire, ça c'est quelque chose de collégial. Voilà, c'est ces 3 points-là. C'est les poumons verts, c'est le zéro déchet, c'est apaiser les mobilités, on l'a dit, et c'est sensibiliser aussi les initiatives citoyennes. Jean-Baptiste Savary, on a vu dans votre programme une photo avec la place de la mairie très, très végétalisée, avec pleine recouverte d'herbe. Vous visez plus de zones végétales et de façon spectaculaire, c'est bien ça? C'est pas forcément de façon spectaculaire. L'idée, c'est de repenser la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui. Nous, on sait très bien que les habitants attendent une végétalisation des espaces urbains. On sait très bien aussi que sur la place de la mairie, il faudra être attentif, puisqu'on sait très bien que sous la place de la mairie, il y a des réseaux d'eau, c'est difficile. Mais aujourd'hui, on est en 2020.
pour végétaliser un espace urbain, il existe de multiples solutions. Vous pouvez très bien avoir des dalles sur lesquelles vous faites pousser du gazon, mettre des arbres en pot, et l'avantage en plus, c'est que ça permet également, lorsqu'il y a des événements du style les fêtes de la Madeleine, d'avoir une modularité. Ce que je voudrais dire de manière plus globale sur l'environnement, c'est que malheureusement, durant cette mandature, ça a été le parent pauvre. Notamment au niveau des services des espaces verts. Vous avez hypothéqué le service espaces verts face à la renégociation des empreintes toxiques notamment. Vous avez baissé les moyens alloués au service espaces verts. De la même manière, moi quand je regarde votre programme, Monsieur Daillot, en 2014, vous aviez annoncé 15 km de pistes cyclables. Vous aviez annoncé relier les quartiers par des pistes cyclables. Vous aviez annoncé également, d'ailleurs je le note, une création de maisons médicales, mais je vois que c'est plus l'outil miracle aujourd'hui, vous avez changé votre fusil d'épaule, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut repenser la ville différemment. Si vous voulez, pour redynamiser le cœur de ville, il faut aussi proposer un espace agréable, accueillant, arboré, avec des aires de jeu pour enfants, pour que les gens se réinvestissent le cœur de ville. Ensuite, sur la partie un peu plus globale et au niveau du coup de l'agglomération, ce qu'il y a, c'est que moi je veux bien qu'on fasse une ferme agricole sur l'ancienne zone de Malage, mais il va falloir déjà commencer par réviser votre PLUI. Donc cette idée, elle est sortie du chapeau au dernier moment. En définitive, c'est complètement compatible. C'est complètement compatible. C'est ce que l'on verra. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on verra avec les associations environnementales ce qu'elles en pensent. Mais ce qu'il y a, c'est que la difficulté, c'est que vous faites de la politique à la petite semaine. Et l'exemple de Malage est assez flagrant. Depuis 2011, vous avez dépensé 1 million d'euros pour acheter ce site, en espérant, là encore, que Carrefour vienne prendre les clés du camion et s'en occupe à votre place. Ça n'a pas été le cas, c'est une catastrophe. Et derrière, aujourd'hui, maintenant, vous rebondissez en proposant une ferme agricole, une ferme urbaine. Mais commençons déjà, Monsieur Daillot, par réinstaller des maraîchers sur les espaces où on peut le faire. Moi, je note que le Conseil départemental des Landes propose depuis des années la création d'espaces tests agricoles. Ça se fait à Magesque, ça se fait à Mimizan et ça marche parfaitement bien. Un Magesque qui rame depuis 18 mois. Il ne rame absolument pas. Perfusion de subventions et qui aura du mal cet été quand les cantines ne commanderont plus. Je ne sais pas à qui ils vont vendre les tomates. Allez voir. Bien évidemment qu'il faut aider, mais le 100% perfusé par le conseil départemental est un modèle qui permet de démarrer, qui ne permet pas de durer en matière d'agriculture. Permettez-moi de vous parler un petit peu d'agriculture. Monsieur Daillot, vous n'avez pas compris, je pense, l'objectif des espaces tests agricoles. L'objectif des espaces tests agricoles, c'est d'accompagner les agriculteurs pendant 3 ans, effectivement, de les aider financièrement par la puissance publique, c'est un mot que vous détestez, j'ai l'impression, et derrière, pour que ces personnes-là puissent prendre leur envol et s'installer. C'est une pépinière d'entreprise, Monsieur Daillot, mais à vocation agricole. Vous savez combien il y a de jeunes agriculteurs qui s'installent dans les Landes par an? C'est pas la question. Moi, je regarde Monsieur Daillot, je regarde le territoire montois et je constate que sur le territoire montois, nous n'avons pas assez. Ils s'installent pas comme ça. Ils s'installent parce qu'on les adosse avec un agriculteur senior qui a déjà une expertise, quelque chose et qui vient aider. On sait très bien qu'il y a des exploitations dans le nord. Monsieur Daillot, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Ça tombe pas du ciel comme ça. Laissez-moi finir, Monsieur Daillot. Ça ne se trouve pas sur le bon point. Il y a l'outil aujourd'hui qui existe au conseil départemental de l'espace test agricole qui consiste à accompagner un maraîcher en agriculture biologique pendant 3 ans avant de l'installer plus durablement sur le territoire. C'est ça l'objectif. Ensuite, moi je constate que dans les cantines scolaires, quand on écoute les revendications des conseils d'école, c'est avoir une alimentation de qualité. Aujourd'hui, vous proposez un aliment bio par semaine. Où est votre ambition? Pensez-vous que je laisserais mes enfants aller manger à la cantine si je n'avais pas confiance en nos personnels dans les cantines? C'est à mon avis pas respecter le travail que de dire que l'on ne mange pas bien dans nos cantines. Je n'ai pas dit qu'on ne mangeait pas bien dans les cantines, j'ai dit qu'il manquait d'aliments bio et que c'était une attente des parents d'élèves de l'agglomération montoise et de Mont-de-Marsan. Un produit sur 3 vient de l'agglo. Je vous signale quand même que c'est vous qui avez fait, avec Madame Dariussec, le transfert du personnel en ce qui concerne le scolaire, le périscolaire, la cantine scolaire à marche forcée en 2015, en mettant en difficulté les agents du scolaire et du périscolaire, avec aujourd'hui un taux d'absentéisme qui augmente et un recours à des temps partiels qui est également en constante augmentation. Ce qui a permis de hisser, d'homogénéiser l'accompagnement de nos enfants. Aujourd'hui, la priorité numéro 1, et c'est bien ça qui vous gêne, c'est les enfants, c'est le scolaire. C'est vrai que mais j'ai aucun problème avec ça, monsieur. C'est pour ça que je me bats pour qu'on ne ferme pas l'école du Carboué. Quelqu'un comme nous, et des gens comme nous, puissent avoir comme priorité numéro 1 le scolaire et la culture. Ça fait partie peut-être de schémas qu'on vous a inculqués qui sont un peu différents. Voilà. Je ne suis pas dans l'idéologie. Le scolaire... Alors ne fermez pas l'école du Carboué. Ne fermez pas l'école du Carboué, monsieur Daillot. 2 agents sur 3, c'est pas le cas. Aujourd'hui, je ne suis pas allé d'Azen. Simplement, 2 agents sur 3 travaillent pour nos enfants. D'accord ? 2 agents sur 3, 42 écoles, 4600 élèves. Nous avons monté d'un cran des activités périscolaires qui sont plébiscitées. 40 animateurs, 18 AVS, un référent handicap. Notre priorité numéro 1, c'est la jeunesse.
Je ne comprends pas pourquoi ça vous gêne. Ça ne me gêne absolument pas, monsieur Daillot. Je dis que ce n'est pas suffisamment développé, c'est tout. On va continuer. Marie Lafitte, votre programme, vous, et la moitié de votre projet est construit sur l'environnement, et notamment les changements durables. Vous parlez de créer une commission écologique extra-municipale. Alors, on connaît la commission taurine extra-municipale, mais expliquez-nous votre vision. Déjà, je veux juste rebondir sur l'échange qui vient d'avoir lieu, où on remarque encore une fois que ceux qui sont oubliés, ce sont les Montoises et les Montois, parce qu'on ne les associe à aucun projet qui a été énoncé. Donc Marsan Citoyen, encore une fois, c'est repartir des habitants et des habitantes, et construire avec eux les politiques écologiques de demain, parce que c'est seulement en les impliquant et en les faisant participer à ces transitions-là qu'ils pourront se les approprier et en être acteurs et être le cœur de la transition nécessaire aujourd'hui. Et plus que nécessaire, et les jeunes savent nous le rappeler. Donc, effectivement, la commission extra-municipale écologie, dédiée à l'écologie, c'est un peu le même modèle que la commission taurine, où les éco-délégués du secondaire seront impliqués, où il y aura des élus, où il y aura aussi des représentants des associations de la protection de l'environnement. Il y aura des habitants, bien évidemment, pour veiller à ce que... elle aura plusieurs rôles. D'une part, elle veillera à ce que le budget de la commune respecte certains critères environnementaux et sociaux. Que chaque dépense engagée respecte ces critères-là. Autre rôle qu'elle aura, c'est de veiller à la bonne mise en place du plan climat-air-énergie du territoire, qui est obligatoire au niveau de l'agglomération. On a déjà pris beaucoup de retard sur l'agglo pour mettre en place ce plan climat-air-énergie du territoire, qui est un plan, parce que ça fait très pompeux de le dire comme ça, mais c'est un plan qui prépare le territoire à l'autonomie énergétique, à l'autonomie alimentaire, à des transitions, encore une fois, impératives et indispensables. Donc cette commission-là, elle aura pour but de vérifier que la commune de Mont-de-Marsan met en place toutes les décisions qui auront été prises dans le cadre de ce plan climat-air-énergie du territoire, qu'on veut évidemment mener avec les habitants et pas simplement avec une consultation d'eux, mais qu'ils soient vraiment partie prenante du projet. On veut l'associer aussi à un projet alimentaire de territoire qui prépare, comme je le disais précédemment, l'autonomie alimentaire sur le territoire. Donc ça passe par la mise en place d'une ceinture agroécologique et je découvre avec bonheur que même M. Daillot veut faire de l'écologie alors que effectivement le PLUI va à l'encontre de tout ce qui peut mener et faciliter justement la mise en place de ceintures agroécologiques. Encore une fois, l'agroécologie, ça peut paraître un peu pompeux de parler de ça. En réalité, c'est simplement de l'agriculture naturelle. C'est-à-dire qu'on n'utilise plus de pesticides, on n'utilise plus d'intrants, comme on dit, donc c'est effectivement tous les pesticides, tous les engrais. On ne fait travailler les plantes qu'entre elles. Et on crée des écosystèmes, on crée de la biodiversité et ça permet de nourrir prioritairement les cantines scolaires et cantines collectives. C'est ça le projet de Marsan Citoyen. Et pour en revenir à la commission extra-municipale dédiée à l'écologie, c'est pour faire de l'écologie vraiment le cœur du projet, en plus de la démocratie et du social. Et donc, c'est vérifier que tout ce qu'on aura décidé avec les habitants soit bien mis en place. Bien, on va passer au sujet jeunesse maintenant, puisque on continue avec la suite. Pour l'éducation, vous parlez de créer un service municipal aux écoles pour alléger les contraintes logistiques du quotidien qui n'apportent rien aux élèves et prennent de l'énergie aux enseignants. Oui. C'est en fait la compétence scolaire, périscolaire et extrascolaire a été transférée à l'agglomération. L'objectif de Marsan Citoyen, c'est de revenir à une gestion municipale pour
avoir la main justement sur les cantines, revenir à un coût de cantine qui soit abordable pour les familles, revenir à une garderie qui soit gratuite, et donc avoir de nouveau une compétence avec des services dédiés et revenir à une gestion des contraintes du quotidien, c'est-à-dire les réparations. Combien d'enseignants et de directeurs d'école nous avons rencontrés qui nous disent que pendant des mois, ils sont restés avec des fenêtres cassées ou avec des ampoules qui ne fonctionnaient pas ou avec des toilettes bouchées ou ce genre de choses. Et ça, c'est dans le Mont-de-Marsan, mais c'est pareil à l'échelle de l'agglomération. Le transfert de la compétence a complexifié les démarches administratives. Elle a complexifié le lien avec les services techniques. Maintenant, les enseignants sont obligés de faire des billets de demande de réparation qui traversent toutes les strates de l'administration, qui sont validés, qui redescendent toutes les strates et qui sont parfois respectés, parfois pas, ou alors après des semaines et des mois d'attente. Donc c'est retrouver quelque chose d'efficace, de fluide, qui permette aux enseignants de ne plus perdre de temps à régler ces petits soucis du quotidien, mais à avoir un réel projet pédagogique. Et je vais un peu plus loin sur ça d'ailleurs, puisqu'on propose de doubler les... pas de doubler, mais au moins de renforcer les coopératives d'école pour que les enseignants aient les moyens de mettre en place des projets pédagogiques dignes de ce nom et qu'ils ne soient plus contraints pour des questions de budget, encore une fois. Je voulais ajouter quelque chose, mais je me le suis mangé au passage. Je reviendrai peut-être dessus un peu plus tard. D'accord, on parle à Charles Daillot. Vous voulez engager une réflexion sur le rythme scolaire et périscolaire. La réflexion est en cours et vous voulez la mener un an de plus en laissant la semaine à 4 jours et demi. Est-ce que vous envisagez un retour à 4 jours? Ça fera l'objet à la fois d'un diagnostic et d'une consultation, comme on l'a déjà fait des enseignants, des parents d'élèves et des enfants. La vie des enseignants ne se limite pas à l'école du centre, à l'école du Carboy ou à l'école du Perouat. On a 42 écoles, 4600 élèves, et on s'appuie sur un ensemble. Et j'ai aussi, malheureusement ou heureusement, la casquette, parce que moi je suis pour une vision de territoire, pas pour un repli sur soi et revenir à l'ancienne sur les municipalités. Ça a permis de monter quand même malgré tout d'un cran l'offre scolaire et périscolaire pour l'ensemble des gamins du territoire, qu'ils soient à Lubardès, à Benquet, à Mont-de-Marsan, dans les quartiers politiques de la ville ou pas. Donc c'est quand même quelque chose de vertueux. On a informatisé les écoles, que je sache, on a accompagné le dédoublement de certaines classes. On a aussi embauché du personnel. Je suis très très sensible au handicap. Vous savez qu'on a 18 AVS, on a recruté une référente handicap pour travailler aussi sur l'inclusion des gamins et aider les gamins à s'intégrer. Nous avons refondé complètement l'école de Saint-Médard. On travaille en ce moment sur l'Argenté. On a refait des cantines. Voilà, tout ça, c'est parce que c'est l'agglo qui travaille ça. Quand on refait des investissements à Gaillère ou ailleurs, c'est parce que c'est l'agglo qui est derrière. Vous imaginez bien que les communes individuellement ne pourraient pas le faire. Donc c'est aussi cette solidarité. Je suis étonné qu'on veuille casser cette solidarité pour revenir à un repli un petit peu sur soi. Donc en ce qui concerne les écoles, c'est la priorité numéro 1. J'ai pas dit que les choses ne pourraient pas changer. Je n'ai pas voulu arrêter, nous n'avons pas. C'est des décisions collégiales qui se prennent, c'est à 18 maires quand même, d'accord? Donc c'est pas uniquement la vision d'un grand chef à Mont-de-Marsan. On n'a pas voulu revenir sur les 4 jours, tout simplement parce que c'est une réflexion, ça se voit sur une cohorte, sur une génération, il faut voir si ça porte ses fruits, tout simplement. On ne va pas le faire par dogme. Donc on a mesuré, on a regardé, pour l'instant, il faut continuer, regarder, on travaille aussi avec l'éducation nationale pour regarder tout ça, et c'est en fonction... le but, la priorité, c'est l'enfant. Alors après, j'entends un carreau cassé, une lampe par-ci par-là. Oui, il est probable qu'au moment où on est transféré, 42 écoles, 14 millions de budget, c'est le plus gros budget là-haut. Il est probable qu'au début, il ait fallu mettre un peu d'huile dans les rouages. Pas qu'au début, c'est encore le cas. Voilà. Alors, je vous dis, les échos que vous avez ne se limitent pas au Perouat, au Carboué ou à l'école du centre. Il y a 42 écoles. On parle des communes alentours très aussi, satisfaites de ce qui se passe. Et s'il faut améliorer les choses et fluidifier, on le fait régulièrement. En tout cas, les maires, et notamment les maires ruraux, avec qui je suis en contact, et on est main dans la main sur ces sujets-là, main dans la main,
tous les maires sont main dans la main là-dessus. Les maires voient qu'il y a d'énormes progrès qui est fait sur la logistique, mais l'important c'est l'intérêt de l'enfant. Vous savez, quand on permet à des enfants, il faut aller encore plus loin, de découvrir des activités, de se licencier, d'aller se tester sur la culture, sur l'art, le sport. Bon, le sport, c'est non plus souvent au sport peut-être que les autres. Ça permet d'ouvrir des perspectives. Et en ce sens-là, il me semble que ce qui a été mené au départ était plutôt vertueux. Donc, pour répondre à votre question, on ne s'interdit pas à réfléchir à ce sujet-là, mais ce n'est pas d'actualité pour cette rentrée, la rentrée suivante. On regardera, on mesurera, on auditera, on questionnera, on concertera. Voilà, tout simplement. D'accord. Jean-Baptiste Savary, vous souhaitez réviser le découpage de la carte scolaire. Oui. Pour éviter la fermeture de classe. Oui. Alors, évidemment, c'est un sujet qui crispe toujours un peu les parents. Mais Alors, si vous voulez, est-ce que c'est nécessaire? Et je parlerai aussi des étudiants après. Alors, sur les écoles montoises, nous, la vision de notre programme, la vision de la politique que l'on veut développer, c'est bien une politique de relance du territoire, c'est un rebond du territoire. Donc cela signifie qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de perdre des groupes scolaires. Et là, moi, je parle bien sûr, M. Daillot, du Carboué, puisque M. Esquier a annoncé la fermeture de la maternelle du Carboué à la rentrée prochaine. C'est le DAZEL qui décide. Je suis bien d'accord, mais battez-vous pour que le DAZEN réfléchisse sa position. Vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que vous dit la directrice du Carboué. Mais il n'y a pas de souci. Mais c'est M. Esquier qui l'a annoncé, M. Daillot, c'est pas la directrice du Carboué. Donc, ce que je voudrais dire, M. Daillot, laissez-moi terminer. Monsieur Daillot, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, si vous voulez, l'idée pour nous, c'est de conserver les écoles ouvertes. Et je note d'ailleurs qu'à l'école du Carboué, il y a un dispositif Ulysse. Donc, si on parle de handicap, il faut aussi maintenir ce dispositif à l'école du Carboué. Donc nous, si vous voulez, l'idée, c'est de effectivement redécouper la carte scolaire à la marge pour conserver l'école du Carboué ouverte. Cela a été fait par le passé, M. Daillot. Madame Dariussec l'avait fait pour conserver des effectifs cohérents, notamment dans le cœur de ville de Mont-de-Marsan. Donc ce n'est pas un gros mot de dire que l'on veut redécouper la carte scolaire. Après, moi, ce qui m'inquiète aussi sur le scolaire, c'est les moyens en investissement qui sont mis aujourd'hui dans les budgets à destination des groupes scolaires. Aujourd'hui, dans le budget, on a 700 000 € qui sont dédiés aux scolaires. Moi, je rappelle quand même, vous allez encore me dire que je parle du passé, mais parlons-en du passé, que sous l'époque de Philippe Labeyrie, c'était 800 000 € d'investissement pour la seule ville de Mont-de-Marsan. Où est votre ambition pour le scolaire sur le territoire, Monsieur Daillot? 14 millions de budget, voilà, 2 agents sur 3. Donc, oui, non, mais là, vous parlez de fonctionnement. Donc là, si vous voulez, à un moment donné, il faut aussi avoir une vision à long terme de Mont-de-Marsan. Nous, on mise sur un rebond démographique par notre politique de relance économique et de redistribution ensuite des bénéfices de cette relance économique. Donc aujourd'hui, il faut conserver tous nos groupes scolaires ouverts pour pouvoir accueillir la population qui viendra à Mont-de-Marsan s'installer lorsque nous aurons actionné les bons leviers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. On va passer à la culture avec vous, Madame Lafitte. Une petite question concernant la culture. Pour vous, il faut faire un ramassage culturel. Un petit peu et sortir donc des lieux habituels, un petit peu à l'image de Mont-de-Marsan Sculpture. Est-ce que vous pouvez préciser? Oui, en fait, avec les Montoises et les Montois qui ont participé à nos ateliers, on a fait un double bilan sur la culture. C'est que d'une part, il faut faciliter l'accès de la culture dans ces lieux habituels à une population beaucoup plus large que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça passe effectivement par une aide à la mobilité, donc c'est ce ramassage culturel, comme on a le ramassage scolaire. Donc c'est faire le tour de tous les quartiers de Mont-de-Marsan avec une navette qui amène directement au spectacle. C'est aussi avoir une politique tarifaire volontariste, c'est-à-dire de permettre à un plus grand nombre et à une palette plus large de la population de pouvoir accéder à des spectacles qui ont lieu dans notre commune. Et il y a un deuxième aspect aussi, c'est que encore une fois, ce sont les habitants et les habitantes qui sont au cœur du projet. Donc c'est faire en sorte que la culture sorte de ces lieux habituels pour rentrer dans les écoles, pour entrer dans les maisons de quartier et pour occuper la rue. Alors occuper la rue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas forcément que des expositions d'artistes qu'on connaît, mais ça peut être aussi des expositions d'œuvres d'art conçues par les Montoises et les Montois. C'est que ce soit les habitants qui se réapproprient la rue par la culture. Donc ça peut être des concerts de plein air, ça peut être du street art, ça peut être des expositions évidemment. C'est vraiment sortir des codes et sortir la culture avec un grand C de ses schémas habituels.
et faire en sorte qu'elle redevienne quelque chose de populaire, un vecteur d'émancipation personnelle et collectif. Dans la culture dans les écoles, qu'est-ce que c'est encore une fois? C'est faire venir les artistes qui sont déjà à Mont-de-Marsan pour créer du lien et sensibiliser nos plus jeunes déjà à une ouverture d'esprit. Ça peut s'inscrire dans les TAP, mais ça peut être aussi des activités autres. Ça va être aussi donc la culture dans les maisons de quartier, puisqu'encore une fois, les maisons de quartier, ça peut être tourné en dérision par qui veut, mais en fait, c'est vraiment fondamental pour réintégrer les habitants et créer du lien entre eux. Et la culture, c'est un vecteur de lien. Donc c'est créer des spectacles, pareil, des expositions, que les habitants s'approprient ces lieux-là pour faire partager leurs talents. Et c'est sortir la médiathèque également de ses murs et faire des annexes de la médiathèque dans toutes les maisons de quartier, donc notamment les nouvelles galeries, puisque ça sera la maison de quartier du centre-ville. Et c'est lui permettre d'être ouverte aussi le dimanche, parce que c'est le dimanche que les gens ont le plus de temps pour y aller. Et voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Monsieur Savary, une petite question. Vous parlez dans votre programme notamment de revaloriser les arènes du maçon. Ça passe par quoi? Les couvrir? Non. On sait bien que couvrir les arènes, c'est un coût faramineux. On est sur un programme qui est réaliste, qui est concret, qui est finançable. Non, l'idée, c'est de valoriser ce lieu comme cela peut être fait dans d'autres collectivités, dans d'autres villes qui ont des arènes. Alors je me félicite effectivement de l'annonce d'un concert cet été du groupe Nadao. C'est dommage qu'on n'ait pas pu le faire avant, les autres années. Moi, je constate qu'il y a eu 2 concerts qui ont été faits sur les 12-13 dernières années. C'est dommage qu'on ne valorise pas mieux ce lieu. Voilà. Ensuite, concernant la culture, nous, notre vision, c'est également la rénovation du site de Nahuc, du hall de Nahuc. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, donc Mitterrand est dédié au sport, et c'est très bien, il faut conserver cette destination-là, mais auparavant, il y avait des concerts qui avaient lieu dans l'espace François Mitterrand. Et aujourd'hui, on n'a plus la capacité, malgré le pôle culturel du Marsan, d'organiser des concerts de taille assez importante, avec une jauge de place debout de 1500 à 2000 personnes. Et nous constatons que l'espace de Nahuc serait l'endroit dédié. Après, on parle de salle multimodale, parce qu'on sait très bien que ce lieu-là est très prisé des Montoises et des Montois, que ce soit pour le forum des associations, une braderie de commerçants, des vides-greniers. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace multimodal, ça se fait ailleurs en France, il n'y a pas de souci là-dessus, et d'arriver à avoir une vision autre de ce lieu-là. Ensuite, sur Mont-de-Marsan Sculpture, moi ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut aussi, on sait très bien que c'est un outil d'attractivité du territoire, un outil de valorisation touristique du territoire. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas le faire tous les ans, sur un format peut-être un peu plus réduit, mais qui permettrait aussi de valoriser le fonds qui existe au musée d'Espiaud-Léric, le fonds d'art figuratif qui existe, et aujourd'hui de faire un Mont-de-Marsan Sculpture sur un format plus réduit, à coût constant, mais voilà, tous les ans, pour permettre aussi, un peu comme le festival flamenco, d'avoir une sorte de cachet pour la ville, d'avoir une sorte de vitrine extérieure pour la ville. Ne pas faire une triennale, mais un spectacle annuel, de faire une exposition annuelle. Voilà un peu nos idées sur la culture. Nous pensons aussi qu'il faut continuer à valoriser les associations du territoire. Je me félicite que le Café Musique voit les travaux arriver. Nous porterons également ce projet. Je constate juste que Madame Dariussec avait bloqué le dossier pendant des années et que ça aurait pu être fait il y a 1 an ou 2, mais que malheureusement... On attendait le label SMAC, tout simplement. Très bien, sauf qu'il y a eu aussi un moment une question de crédit et que vous avez été bloqué par la non-vente des terrains. On a avancé l'auberge. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez été bloqué par la non-vente des terrains de Malage financièrement. Vous l'avez exprimé comme cela. Donc aujourd'hui, c'est très bien que le Café Musique puisse être valorisé. Continuons à accompagner également les associations culturelles du territoire. Je pense au Théâtre des Lumières. Le pôle culturel est un magnifique outil, mais ça ne peut pas être et ça ne doit pas être l'alpha et l'oméga de la culture à Mont-de-Marsan. Redonnons aussi l'accès à une culture populaire et faisons de la culture un outil d'émancipation personnelle, mais aussi un outil de redynamisation du cœur de ville. Remettons de la culture en cœur de ville. C'est pour ça que nous proposons un festival des arts de rue, par exemple. D'autres collectivités le font, Morsinx, à une échelle plus réduite, pas très loin de nous. Albi le fait également, c'est magnifique, je vous invite à y aller. Ayons aussi pour Mont-de-Marsan, sur, on va dire, entre mars et juin, ayons aussi un festival un peu intéressant qui puisse mobiliser les Montois et redynamiser le cœur de ville. Très bien. Monsieur Daillot, une question parmi vos propositions.
On a notamment retenu cette idée de faire émerger une académie autour des arts et de la culture. C'est dans l'esprit des Amis du musée, ça va plus loin? Oui, absolument. Alors, juste en aparté, la plupart des gens et des observateurs, et là de façon transpolitique, s'accordent à dire que la culture est un des points forts de ce mandat et de ce bilan. Ça ne veut pas dire que tout est parfait. D'accord ? Mais quand vous regardez le théâtre de Gascogne, moi c'est pas de ma faute si on a fait un pôle à Saint-Pierre-du-Mont qui a une jauge trop petite et que maintenant on s'aperçoit qu'il faut trouver une jauge plus grande. D'accord ? Donc, et c'est d'ailleurs, et là on se rejoint, d'ailleurs vous voterez ce projet avec nous, puisque nous avons souhaité réhabiliter Nahuc dans le même esprit, bien évidemment. Donc le théâtre de Gascogne, c'est rassembler 3 sites, c'est passer de 8 000 à 17 000 spectateurs, et c'est faire qu'en sorte qu'il n'y ait pas des spectacles au même moment, à la même heure, dans 3 théâtres différents, un théâtre de poche, un théâtre un peu à l'italienne, et le théâtre pas suffisamment grand, mais le théâtre quand même grand de Saint-Pierre-du-Mont. La deuxième chose, en ce qui concerne les investissements, c'est le café musique. Le café musique, donc bien évidemment, on a simplement décalé le financement parce qu'on a fait passer l'auberge avant, parce qu'il fallait attendre que les 2 scènes de musique actuelle, SMAC, celle qui est vers le Marensin ou vers la côte Max, et la nôtre accordent leur violon, notamment par rapport à une réglementation. D'accord ? Aujourd'hui, ça y est, les choses sont lancées, on est très très content de le faire. Et ensuite, pour répondre à votre question concernant le musée, je parlerai aussi de la Maison des Traditions sur le Plumasson, mais concernant le musée, c'est pas parce qu'on est tout d'un coup tombé amoureux de la sculpture, même si moi c'est quelque chose qui me passionne aujourd'hui, que je découvre de plus en plus. On a un joyau, on a un fonds muséal qui est extraordinaire, avec des liens très forts, même avec des musées parisiens de haut rang. On a un fonds muséal qui est là, mais qu'on ne peut pas exposer correctement. Donc il faut passer la vitesse supérieure, ça se claque pas des doigts. C'est un projet scientifique et culturel qu'on a travaillé, on a professionnalisé notre équipe. S'il y a bien, on n'a pas fait de la culture et de l'éducation une variable d'ajustement budgétaire. Hein. On a professionnalisé, et aujourd'hui on est dans les starting blocks pour passer la vitesse supérieure et faire en sorte de pousser un peu les murs, le rendre PMR, pouvoir exposer les sculptures, et je vous réponds, essayer de créer une animation et une sorte d'écosystème autour de ce musée. Donc ça peut être, comme on le fait, contrairement à ce qui a été dit là, pour le théâtre, il y a des résidences d'artistes qui vont à la passerelle, qui vont dans les écoles, etc. On va hors les murs. Marsan-sur-Seine, que je sache, on va hors les murs. Le prix, c'est gratuit. Alors on peut aller encore plus loin. Oui. Mais que je sache, sur le musée, c'est la même chose. C'est faire des résidences d'artistes, peut-être visualiser, amener les enfants dans le cadre des TAP à toucher la matière, etc. Et créer un écosystème autour du musée. L'ambition, elle est simple. On a la chance d'avoir ce joyau-là, et on doit pouvoir faire de Mont-de-Marsan une des capitales françaises dans la sculpture figurative de ce créneau-là, fin 19e, 20e, parce qu'on a un fonds muséal exceptionnel. Et reconnaissez que ça ne se voit pas suffisamment. Et là, je prends le point. Quand on est à l'office du tourisme, le musée, on ne sait pas où il est. D'accord ? Donc il faut qu'on pousse un peu ces murs, qu'on le rende visible, qu'il soit ancré dans le centre-ville. C'est ça notre ambition. Faire de Mont-de-Marsan une des capitales françaises de la sculpture figurative, fin 19e, 20e. Pas parce qu'on est des cultureux, hein. Moi je suis comme vous. Hein. J'aime pas la culture élitiste, j'aime pas la culture renfermée à l'ancienne. C'est la culture pour tous et par tous. Mais parce qu'on a une vision aussi touristique et économique. Je suis certain que c'est quelque chose qui peut attirer des gens sur notre territoire, sur des formats courts. C'est aussi donné, ça vient aussi dans l'action Cœur de Ville. Hein. Juste pour répondre sur le projet scientifique et culturel que j'ai lu attentivement, je vous rappelle quand même que vous avez des efforts à faire en matière de personnel également. Le projet scientifique et culturel vous informe malgré tout qu'aujourd'hui vous ne mettez pas suffisamment de moyens humains pour faire fonctionner correctement la variable d'ajustement. Le musée. On n'a jamais autant recruté au musée. Non, Mont-de-Marsan Sculpture est une création qui date de bien avant, ça n'a jamais été une variable d'ajustement. On ne pourrait pas, Mont-de-Marsan, ne pas parler de sport évidemment. Ah, moi j'en parle dans mon programme. Par contre, je n'ai pas trouvé la page sport. Il y a beaucoup de choses. Si vous trouvez une page sport, beaucoup de propositions. Monsieur Daillot, soyez pas ridicule. Un nanocycliste, des couvertures, des terrains je vais faire un de tennis. cycliste. On parle d'une grande salle de boxe, un mur d'escalade, des soupes pour le sport féminin et le tennis de table, monsieur Daillot. Oh non. Il y aurait conflit d'intérêt, monsieur Hugon, vous sauriez me le faire remarquer. Je les suis de loin, mais c'est vrai que je m'excuse auprès d'eux. Vous savez que j'ai passé 25 ans comme bénévole dans cette structure-là, comme président. Donc voilà, je les soutiens. J'espère qu'ils vont se maintenir. Voilà. Bon. Vous aviez d'autres questions ou pas? Non, c'était très vite. Pour vous libérer, on répond en 30 secondes. Bon, 30 secondes, on marche sur 2 jambes. Le sport, je ne veux pas prendre la parole, trop de paroles. On marche sur 2 jambes. Le sport pro, le sport amateur.
50 sports, 50 façons de faire du sport différemment dans une ville comme la nôtre. Allez voir ailleurs, c'est pas le même choix. Pour du handicap, pour de l'insertion, pour du sport santé, pour du loisir, pour des jeunes, pour des vieux, pour des pros, pour des amateurs, pour des sportifs du dimanche. 50 sports différents. C'est pour ça que je vous ai j'étais taquin, je m'en excuse, mais voilà, c'est une priorité. On ne peut pas ignorer 9500 licenciés. 9500 licenciés pratiquants sur 30 000 habitants. Donc je pense que ça doit être une erreur ou il y a un rattrapage. Voilà. Et des investissements à venir. Un nouveau gymnase avec la base aérienne. Un anneau pour le cyclisme. Pas trop tôt. Une réflexion sur le tennis. Un mur d'escalade. On a un super club d'escalade qui ne fait pas de bruit, 180 licenciés. Voilà. On a des sujets là. Mais je vois Farid Eba qui est là-bas. C'est un fervent supporter du sport amateur. On a fait beaucoup de choses pour l'amateur. Vous savez, quand on voit le sourire des gamins qui courent le mercredi quand il pleut sous une piste couverte, qui peuvent enfin faire de l'athlétisme couvert, voilà, ça donne du baume au cœur. Monsieur Savary, Pour nous, la réponse elle est simple. Par Charles Daillot dans les Effectivement, sur le sport, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aujourd'hui des clubs sportifs qui sont admirables, qui sont le joyau de cette ville, on en est bien conscient, que ce soit l'Étoile sportive montoise, la SPTT et bien sûr le Stade Montois Omnisport. Aujourd'hui, nous, bien évidemment, on s'engage à continuer le soutien financier qui est fait auprès du Stade Montois Omnisport. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Nous souhaitons également poursuivre la rénovation des salles. Aujourd'hui, vous avez de nombreux gymnases qui doivent aussi être rénovés. Je pense au Bélier, je pense aux arènes plus proches de nous. Donc il faut continuer à soutenir le sport à Mont-de-Marsan. C'est bien évidemment le sens aussi de notre programme, de notre projet. Pas de difficulté là-dessus. Mais je constate encore une fois, monsieur Daillot, je m'en excuse, mais que vous avez sacrifié le rugby féminin et vous avez sacrifié le stade du Lousteau sans plan B à l'époque. Alors aujourd'hui, vous parlez d'un anneau à Arbaud, c'est très bien, mais il aurait peut-être fallu y penser avant. Donc nous, notre projet, c'est de continuer à soutenir le sport. Effectivement, le Stade Montois Omnisport est une cellule qui est extraordinaire. 6340 licenciés, 850 bénévoles, 40 emplois, une section par l'insertion par le sport, j'y arrive. Voilà, continuons à valoriser ce joyau-là et continuons à accompagner les Montoises et les Montois dans la pratique du sport et dans la pratique du sport féminin. Dernier mot pour vous, Marie Lafitte, donc sur le sport. C'est le vélo dans les quartiers. Le vélo dans les quartiers. Pas que, ne réduisez pas Marsan Citoyen, s'il vous plaît. Non, on sait bien que le sport et le cœur est un des emblèmes de Mont-de-Marsan, c'est une évidence. On a contacté certaines sections sportives du Stade Montois Omnisport qui ne sont pas toutes satisfaites de la façon dont fonctionne le Stade Montois Omnisport. Donc il est évident qu'avec Marsan Citoyen, ce qui est proposé, c'est d'avoir un lien avec les associations sportives, de faire un bilan de tout ce qui est nécessaire, de toutes leurs revendications, de toutes leurs propositions également. Donc, on le ferait avec les associations sportives, mais avec les associations autres que sportives, évidemment. C'est avoir réancrer le partenariat entre les associations et la commune. Ça, c'est un premier levier. Deuxième levier qu'on souhaite, c'est mettre en avant, c'est l'accès au sport. Parce que certaines familles n'y ont pas accès, malgré le nombre important de licenciés, parce que les licences coûtent un peu cher. Donc ça serait accompagner et réfléchir avec les familles et avec les structures sportives à un accompagnement des familles pour démocratiser encore plus le sport sur Mont-de-Marsan. Pour Merci faire en beaucoup. 30 secondes. Ouais, merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Il y en aura un autre qui concernera le DAX mardi matin, si les internautes veulent le suivre. Merci d'avoir pris le temps de détailler quand même vos programmes. C'était important, je pense, à quelques jours du premier tour. Bonne fin de campagne à vous. Merci. Merci.